Salut à tous, bienvenue dans ce hors-série de la bande AD+, dans le vif de la 69e édition de la Saint-Élion. Cet épisode est réalisé en partenariat avec Wise, la jeune marque française de vêtements de course technique éco-responsable. C'est un épisode qui sera évidemment teinté par l'ambiance de la doyenne des courses en nature, qui s'achève tranquillement, vous l'entendez certainement derrière nous. La Saint-Élion, c'est un 78 km pour 2000 mètres de dénivelé. Elle a la particularité d'être une course nocturne. Alors évidemment, nous avons presque tous fait une nuit blanche et c'est passablement émoussé et fatigué que nous enregistrons cette émission. Mais comme toujours, l'enthousiasme d'être au micro dans l'énergie et l'adrénaline des grands moments est plus fort que nos paupières lourdes. Nous sommes installés dans la halle Tony Garnier à Lyon, lieu d'arrivée de toutes les courses de la Saint-Élion. Je suis Nicolas Fréré du média Distance Plus et je suis accompagné aujourd'hui par deux des membres de la bande AD+. Le premier est un ancien champion du monde de trail, le premier de l'histoire d'ailleurs, qui est aussi kiné et team manager de l'équipe ASICS, Thomas Lorblanchet. Salut Tom. Salut Nico, salut tout le monde. La voix du trail est l'une des voix emblématiques de la Saint-Élion, Ludovic Collet. Salut Ludo. Salut mon Nico, j'adore quand tu m'appelles Ludo, quand c'est Ludovic, à chaque fois, je sais bizarre, pas ce que Ludovic, j'ai fait. Hein. Oh là là. Merci de répondre présent tous les deux, messieurs, parce que je disais qu'on était fatigués, on l'est tous les trois, on a fait une belle nuit blanche, donc merci vraiment d'être là. La bande AD+, le podcast du magazine Distance Plus. Au sommaire de cette émission spéciale, nous reviendrons évidemment sur la Saint-Élion. On se demandera ce qui fait la magie et la popularité de cette grande classique de fin d'année à 65% sur sentier et 35% sur route. Elle est souvent raillée, mais son succès ne se dément pas. 17 000 coureurs étaient au départ de cette édition 2023. Pour en parler, nous aurons des invités qui la connaissent et la vivent chaque année avec passion. Michel Sorine, qui est le chef d'orchestre de la Saint-Élion depuis plus de 20 ans. Marie Goncalves et Baptiste Chassagne, deux athlètes d'ici qui rêvent de remporter un jour la Saint-Élion. Ils ont respectivement terminé 2e et 3e de cette édition 2023. Qu'est-ce qui fait rêver les trailers? Qu'est-ce qui nous inspire? Qui nous inspire et nous influence? Est-ce qu'il faut être ultra performant, gagner des courses ou monter sur des podiums pour être inspirant? Les marques qui investissent dans une équipe d'athlètes élites ont souvent l'ambition de gagner des compétitions et des compétitions prestigieuses tant qu'à faire. Pour en parler, nous serons avec Guillaume Bocas, le cofondateur de Wise, avec sa conjointe l'athlète Axel Nardou. Il lance à l'occasion de cette Saint-Élion ce qu'ils appellent un collectif. Ils ont recruté 4 athlètes dont l'objectif sera de montrer toute l'étendue de la pratique du trail et pas forcément donc de gagner des courses. Ils seront tous les 4 avec nous. L'ancien champion du monde de trail Sylvain Court qui rêve de se mettre à fond dans l'ultra trail, le rapide Kevin Vermeulen qui rêve de courses américaines, le jeune Johan Bojard qui rêve de jours meilleurs en montagne après avoir connu la galère, et une jeune athlète encore peu connue, Célia Gigou, vainqueur cette année de l'ultra trail des monts du Jura et qui vient de faire une relativement belle performance lors de cette Saint-Élion. Pas la grande course, la Saint-Express, celle qui fait à peu près la moitié. Elle est enseignante et amoureuse de pleine nature, de montagne et de simplicité. Elle vit d'ailleurs en partie dans un van. Et puis, chers auditeurs, Wise offre un sac de trail Sherpa d'une valeur de 280 € à l'occasion de cet épisode. Restez attentifs, je vous poserai une question en fin d'émission. Allez, je vous souhaite une bonne émission à tous, c'est parti. La bande AD+, présentée par Nicolas Fréré. Et j'accueille pour commencer Michel Sorine. Je t'ai présenté, Michel, comme le chef d'orchestre de cette Saint-Élion. Bonjour. Bonjour à vous. Et merci d'être là parce que, évidemment, toi aussi, tu es fatigué, quoique tu viens de nous dire hors micro que tu avais eu un regain d'énergie juste avant le début de ce podcast. J'ai eu des gros moments de faiblesse durant la nuit, mais là, effectivement, j'ai un petit regain d'énergie, oui. Marie Goncalves, que j'ai annoncé, et Baptiste Chassagne sont avec mon collègue du podcast Course épique en ce moment. Ils vont nous rejoindre. On a décidé de commencer sans eux. Ils vont nous rejoindre durant cette émission. Michel, ça représente quoi pour toi, la Saint-Élion? Un week-end fatigant. Je suis en train d'achever ma 22e Saint-Élion. J'ai commencé en 2001. Je venais de monter Extra Sport. Le club propriétaire de la Saint-Élion, créateur, le CT Lyon,
depuis 52, est venu me voir un jour à la fin d'une cyclosportive que j'organisais dans les Monts d'Or, en me disant on aime bien ce que tu fais, est-ce que tu veux t'occuper de la Saint-Élion? Je courais à l'époque, je n'avais jamais fait la Saint-Élion, je ne l'ai d'ailleurs jamais couru. Tout le monde à Lyon connaissait la Saint-Élion, mais ça avait une réputation de course un peu rugueuse, hivernale, ça caillait. De randonnée aussi. À l'époque, il y C'était avait une randonnée. Non, mais les gens couraient déjà pas mal, mais c'était un peu confidentiel. Ça attirait 1500 personnes. Mais bon, je voyais ce qui se passait. J'avais vu l'émergence des Templiers. J'avais commencé à courir un peu en nature. Et je me suis dit, il doit y avoir un bon potentiel. Et effectivement, j'ai accepté. J'ai remis la Saint-Élion à un rythme annuel parce que c'était une biennale. J'ai développé les relais. Il n'y avait pas de relais. Il y avait juste le relais 4. On a lancé le relais 2, 3. Et puis progressivement, on a lancé la Saint-Express, le Maratrail, le 1,24, le 13. Et puis on a communiqué différemment, autrement. On a pas mal axé ça sur la communication. Et puis le développement a suivi. On est passé de 1500 à 3000, 5000, 6000. On est monté comme ça jusqu'en 2017. On a atteint les 17 000 et on s'est dit, ah là, on va difficilement pouvoir mettre plus de monde sur ces sentiers. Surtout quand, dans les conditions hivernales, parfois boueuses, Ludo dit souvent qu'il faut de l'ADN de sanglier pour courir la Saint-Élion. Oui, donc 17 000 sangliers, ça fait un paquet oui, de... 17 000, on s'est dit avec le club que c'était un maximum et qu'il fallait pas qu'on le dépasse. Donc on prend généralement, cette année on a pris, allez, je vais pas vous mentir, environ 18 000 inscriptions. Parce qu'il y a toujours du no-show, oui, et puis ça correspond à peu près à 16 000, 16 200 par temps, voilà. C'est le maximum, on déroge pas à cette règle. Alors cette année, on a été surpris parce que tout le monde est venu. Un engouement de fou. On est souvent plein, hein, mais plein fin septembre, ça nous était jamais arrivé. Donc on a tout fermé et puis les gens se sont inscrits sur la liste d'attente, mais on avait jusqu'à 5000 personnes sur la liste d'attente. Donc belle récompense. Moi, je suis ravi de cet engouement. Alors, tu l'as dit, je l'ai souvent entendu d'ailleurs sur ce podcast, la Saint-Élion, c'est pas la plus dure, c'est pas la plus sexy, c'est pas la plus... On embrasse notre ami Robin Schmidt des Gifs, au passage. C'est pas la plus glamour, mais visiblement, il y a une demande. Alors, tu évoquais l'alchimie qui fait que la Saint-Élion est un événement tellement populaire. Alors... on m'a posé la même question il y a quelque temps. Je ne sais pas trop y répondre. Sans doute peut-être le fait que ce soit la plus ancienne, donc elle a un nom. D'autres ont essayé de faire du ville à ville. Hein. J'ai un exemple vers Marseille, un exemple en Suisse. Je n'ai pas l'impression que ça démarre du feu de Dieu. Et pourtant, Aix-Marseille, c'est quand même peut-être même plus sexy que Lyon-Saint-Étienne, mais non. C'est peut-être le côté hivernal, le côté facilement abordable. Ouais, c'est devenu un mythe. Il y a des hordes de Parisiens qui descendent sans voiture, ils viennent en train, ils dorment dans le train, ils repartent facilement. Et puis voilà, c'est le nom, c'est le mythe. Et chaque année, on essaye d'apporter des petits plus. Alors l'année prochaine, c'est la 70e. Donc bien sûr, on phosphore. Alors on va essayer de rajouter des petits trucs. Des kilomètres. Ouais, déjà, on va bien corser le parcours. Et puis là, c'était Michel, c'est pour la 69e. Enfin, moi, j'avais jamais vu encore sur un départ de trail un spectacle de drone. C'était magique, quoi. Ouais, mais là, on a quand même beaucoup de chance. Hein. Bon, moi, depuis que je m'occupe de la Saint-Élion, j'ai connu Nike. J'adorais cette marque et on bossait bien avec eux. On a connu la Fuma, qui depuis c'est un peu désinvesti du trail, mais j'aimais bien aussi. On a connu Mizuno, on a connu Odlo. Puis un jour, ASICS est arrivé, grâce à Laurent Ardito, que je connaissais bien. Et puis avec ASICS, il y a là encore une vraie alchimie qui s'est produite. C'est-à-dire que on s'entend bien avec eux, ils nous font grandir. Et bon,
on a re-signé hier avec eux pour 3 ans, donc c'est carrément le bonheur. On va faire plein de trucs et avec eux, on arrive à développer des activations de fou. Alors, ça part du bien classique plan d'entraînement concocté par Thomas, qu'on essaie de vendre au mieux. Il y a cette reconnaissance qui s'est remplie en une journée. Et puis là, cette année, ils nous ont dit, tiens, on va faire un spectacle de drone au départ. Alors, ok, 300 drones lumineux. On est allé chercher une boîte de Grenoble, qui sont les spécialistes européens du genre. Et c'est à vous que c'était assez bluffant. Ah oui, c'était vraiment chouette. Chapeau. Spectacle de son et lumière en plus. Hein, c'est vrai. Superbe. Voilà, donc évidemment, qui ne serait pas ravi, comblé en tant qu'organisateur d'avoir un partenaire comme ça, quoi. Donc c'est le rêve. Thomas, alors toi, il y a un petit biais parce qu'effectivement, tu es de la famille ASICS. Je voudrais que tu rebondisses aussi, si on met le côté famille ASICS, justement, plutôt le trailer qui parle, la Saint-Élion. Pourquoi il y a une telle réussite sur cette course qui, en même temps, je le disais dans le sommaire, est aussi une course qui est beaucoup raillée, qui est parfois mise de côté par les trailers philosophiquement parce qu'il n'y a pas assez de sentiers. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Pourquoi ça marche, un événement comme ça ? Je pense que Michel l'a très bien résumé. Je pense que ça marche parce qu'ils ont su se reconditionner et rajouter à chaque fois des thématiques qui vont dans l'air du temps. La Saint-Élion du départ, en fait, c'est Nike parce que c'est Philippe Raymond finalement qui gagne les épreuves et qu'on se rend compte que c'est une course de marathonien. Donc ça jouit un petit peu d'un caractère un peu plus route que trail. Donc du coup, moi j'étais un peu de cette génération où finalement, la Saint-Élion, c'était une course un petit peu pour routards un peu aguerris, qui aimait bien Philippe Raymond, Crossman, qui a une belle carte marathon. Donc finalement, ça donnait un petit peu cette vitrine-là. Aujourd'hui, c'est plus du tout la Saint-Élion qu'on a connue. Si je peux me permettre de te couper, Thomas, Philippe Raymond, il est venu sur la Saint-Élion et la première fois, il s'est mangé. Hein. Oui. Parce que c'était le domaine réservé d'un pur trailer qui s'appelait Jérôme Trottet, bien sûr. Qui a gagné les Templiers d'ailleurs, qui était un vrai bon. Et lui, il a gagné 4 ou 5 fois, je crois. Et la première année, Philippe Raymond s'est mangé un mur. Il est parti avec sa petite combinaison Nike, et un gel dans le dos. Alors ça, par contre, dans le dos. Robin Schmitt aime beaucoup. Non mais bien sûr oui, Jérôme, avec qui moi je suis cette génération là qui m'a fait grandir, les Jérôme Trottet, Gilles Besser, et que moi je suis venu au trail par les Templiers, mais la Saint-Élion clôturait souvent la saison parce qu'en fait à l'époque on n'avait pas de 36 000 épreuves et on n'avait pas non plus pléthore d'épreuves à la fin de saison pour se rattraper un petit peu d'une saison un peu gâchée. Donc on avait la Saint-Élion en fin de saison. Alors moi je l'ai fait une fois, la Saint-Élion, je l'ai fait en 2013 quand j'avais gagné les Templiers justement. Et cette année-là je l'avais fait plus par rapport pour rendre hommage à un copain qui l'avait couru et qui était vraiment son but de vie, qui est décédé depuis. C'était Sébastien Brel, je sais pas si tu te souviens. Et du coup je l'avais fait parce qu'il venait de mourir cette année-là, et donc du coup j'étais vraiment en mode un peu symbolique et émotif là-dessus, et c'était un copain avec qui j'avais attaqué la course à pied. J'ai encore un peu c'est un peu compliqué, et du coup c'est vrai que j'ai fait cette année-là exprès pour lui. Et en fait c'est pas que je l'ai pas aimé cette épreuve, mais pour moi elle revêtait beaucoup de caractère symbolique, bien plus que le côté sportif. Et à l'époque, après j'ai changé de team, j'ai été chez ASICS, c'était vraiment la chasse gardée de Manu Hugo. Manu Hugo qui était vraiment, alors c'était son épreuve phare. Son bébé. Ouais, complètement. D'ailleurs, pour la petite histoire, il a son anniversaire qui doit à chaque fois tomber 1 ou 2 jours avant l'épreuve. Il est début décembre. Alors, à chaque fois, c'était pile poil en même temps. Et donc, je pense que la Saint-Élion, elle dure parce qu'elle s'inscrit dans le temps, et qu'aujourd'hui, au même titre que les Templiers qui finalement traversent les époques, moi, mon époque, je me rends compte qu'il y en a plus beaucoup qui courent sur la Saint-Élion, mais par contre, je vois que il y a plein de jeunes qui reviennent parce que il y a des nouveaux projets, il y a des nouveaux formats, et ça plaît. Clairement, ça plaît, et je pense que l'aspect
comme le dit Ludo, sanglier, ça répond clairement à la demande actuelle du moment. Ludo ? Ouais, tout à fait. Après, moi, j'aime que ça soit dans tout métier, tout, c'est le travail. La régularité, chaque année, il n'y a pas eu d'absence. Ça continue et du coup, le mythe se perpétue. Hier, avant de prendre le micro sur la ligne, j'étais dans un restaurant. Il y avait des athlètes qui allaient courir, qui venaient pour la première fois, mais il y avait aussi toutes les familles autour qui étaient venues avec et qui me disasaient « Ah non, on n'est pas coureur, nous, c'est le staff. » Mais on veut découvrir, on est le staff. Tu vois, il y avait une fierté de venir ici, là, sur la Saint-Élion. Et c'est vrai que c'est assez difficile d'expliquer cette magie qui se passe ici. Et moi qui est tous les week-ends sur les courses, en fait, j'ai pas mal de trailers, mais c'est pas la majorité. Non. J'ai pas la majorité de trailers, j'en connais beaucoup maintenant en France. Mais il y a beaucoup de coureurs, il y a des gars qui viennent du vélo, il y a des triathlètes, il y a des coureurs de route, il y a du demi-fond. Il y a, tu vois, ça réunit toute une population. Des gens qui viennent, et encore, j'ai vu au salon, je suis arrivé au dernier moment, il y a des gars qui arrivaient, qui avaient jamais fait la Saint-Élion et qui avaient pas de frontal. C'est une course de nuit. Ouais. Non mais tu vois, le gars et après il te dit, et moi j'étais là, comme toi, à côté de chez Petzel, et le gars il disait mais elles sont pas rechargées. Tu vois, la nuit a dû être difficile. Ah ouais, la nuit. Voilà, il y a tout ça quoi. Il y a des gens qui viennent et qui découvrent. Il y a des gens qui viennent et qui arrivent sur la ligne qui disent 8 fois. Donc voilà, c'est tout ce mélange. Après, moi, affectueusement, je le dis toujours et j'en rigole avec les jeunes d'Extrasport. Je dis, en tant qu'animateur, j'ai l'impression d'être un grizzly et pour moi c'est une remontée de saumon, toi, 17 000 coureurs, ça arrive dans tous les sens, je regarde, oh là là, mais c'est la course c'est les relais à 2, à 3, à 4, c'est le 12, c'est le 24. Tu sais, j'ai horreur de louper les premiers, donc je suis obligé de rester concentré, mais ça me fuse de tous les côtés, mais je ressens une énergie sur la ligne qui est formidable et c'est pour ça que même si j'ai une course avant qui a à cœur le KV du Semnoz pour mon ami Gaël, et je viens ici avec grand plaisir et puis j'aime beaucoup Eric, j'ai beaucoup de respect pour Michel et ce qu'il a fait avec toute son équipe et qu'il continue à faire quoi. Donc la Saint-Élion, pour la comprendre, faut la vivre, je crois. Bien sûr. C'est une bonne définition. Thomas parlait des évolutions. Évidemment, vous avez créé, je dis tu, mais vous avez créé des courses. La Saint-Élion en tant que telle, celle qui aujourd'hui fait 78 km, a pas mal évolué. Est-ce que le fait, la critique du il n'y a pas assez de sentiers sur cette route, toi t'as touché, d'abord est-ce que les critiques te touchent en la matière et est-ce que tu as fait en sorte de rendre cette course la plus en sentier possible? Oui, parce que quand je l'ai reprise en 2001, le CTL était dans une philosophie très FFA. Il fallait que ce soit le plus rectiligne possible, qu'il y ait un ravito tous les 5 km, et si possible, on prenait des sentiers quand on était obligé d'en prendre. Il fallait le maximum de bitume. Quand on est arrivé, moi j'ai dit on va faire exactement le contraire. On va au contraire essayer de trouver un maximum de sentiers. Alors, bien sûr, on part de Saint-Étienne, on arrive à Lyon. Donc vous imaginez bien que c'est quand même compliqué de trouver 90% de sentiers. Néanmoins, d'année en année, on a trouvé pas mal. Je pense que 65%, c'est le bon ratio. Alors attention, hein, c'est pas du single de montagne. Hein. Je regardais cette nuit le live. On est quand même principalement sur du sentier agricole, sur du chemin agricole, sur du sentier tracteur. Mais tu vends pas du rêve de ce point de vue-là. Tu es très conscient de ça et c'est correct en fait. Oui, mais les gens... Alors, bizarrement, depuis qu'on a lancé l'aller-retour, j'ai encore croisé des copains là de Kikourou. On peut voir, ça le fera rire quand il l'entendra. On a casquette verte qui est écroulée là-bas de fatigue. Game over. Game over. Il est couché tout près de nous. Il a l'air de faire de beaux rêves. Il a fêté son abandon à la bière et ça lui apparaît. Rare abandon, il abandonne rarement, mais là en l'occurrence il vient d'enchaîner l'Atacama, plus de 500 bornes. Oui, on a une relation particulière avec casquette verte. Non, mais les gens qui l'ont fait 2 jours ont été étonnés. Ils ont trouvé ça extrêmement agréable et le parcours est plutôt beau. Mais après, c'est vrai que ça a fait rire les genoux dans le gif, mais c'est vrai que la nuit, on voit pas grand-chose. Alors, le spectacle, il est dans le ciel si on a la chance d'avoir une nuit claire. C'était le cas cette nuit. Il est sur les côtés quand on a la chance d'avoir de la neige.
Et puis après, le spectacle, c'est les coureurs qui le créent, en étant nombreux avec leur frontal. Bon, alors, je remarque aussi qu'il y a 20 ans, il y avait très peu de public sur le parcours. Là, je voyais les images sur le live. Dans la moindre traversée de village, il y a des gens à 2h du mat, 3h du mat, qui sont là pour applaudir les coureurs. Il y a des clubs, je pense aux coursières, je pense à Courir pour des pommes, qui arrivent et qui montent un véritable barnum avec du feu, des bras zéro, etc. Il y a de l'ambiance sur le parcours. Qui passent toute la nuit pour aider les coureurs. Je trouve ça complètement fou, quoi. Et puis quand tu disais, est-ce que ça touche Michel, les critiques ou les choses comme ça? Oui, j'allais reposer la question d'ailleurs. Moi, je suis ami avec lui sur Facebook. Quand je vois les débats qu'il peut lancer sur Facebook, il n'y a pas grand-chose qui doit l'atteindre, hein, franchement. Oui, et puis, c'est souvent très bien argumenté. Alors, en plus, quand ils sont potes avec son pote Chassignol, c'est juste phénoménal, hein, le ping-pong. Mais voilà, non, il n'y a pas grand-chose qui le touche. Au contraire. Mais il explique pourquoi. Toujours. Voilà, c'est moi. J'ai beaucoup d'admiration pour ça parce que moi j'aime pas répondre sur les réseaux tout ça, mais Michel le fait très bien. Pourquoi tu le fais d'ailleurs? Pourquoi tu réponds si souvent aux critiques? Parce qu'elles te touchent foncièrement? C'est quoi le moteur? Non, parce que depuis que je suis en fauteuil roulant, c'est une notoriété publique. J'ai un peu changé mon fusil d'épaule d'un point de vue professionnel et maintenant je suis plutôt responsable de tous les réseaux sociaux, donc là j'ai passé la nuit. Tout ce qui se passe, j'ai passé la nuit à faire du Facebook et de l'Instagram, donc forcément, oui, je réponds aux commentaires des gens, je modère beaucoup, et puis après, effectivement, tu sanctionnes aussi, hein, quand même. J'éduque. J'ai des comptes perso, et effectivement, là c'est très perso, quoi. Donc là. Mais je ne bloque jamais personne. Non, c'est vrai. Voilà, j'ai des détracteurs qui sont horribles avec moi, qui m'insultent, qui sont à la limite du validisme, mais bon, je les garde. Bon, et si on revient à notre sujet, la Saint-Élion par rapport aux autres grands trails, grands événements emblématiques, mythiques, c'est des mots qu'on utilise souvent. Thomas citait tout à l'heure les Templiers. Tu te positionnes comment par rapport aux Templiers, par rapport à la Diagonale des Fous, par rapport à l'UTMB? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Comment tu positionnes plutôt la Saint-Élion? Alors moi, j'ai jamais fait la Diagonale des Fous, j'aurais bien aimé. J'ai fait par contre très souvent les Templiers. J'adorais, hein, j'ai dû la faire 4 ou 5 fois. Je connais bien Gilles Bertrand, Odile. Je suis très admiratif de ce qu'ils ont fait. On pratique des choses un peu différemment, mais on échange. Enfin, je les connais bien. J'ai beaucoup de respect pour eux et je pense que l'inverse est vrai aussi. J'ai souvent fait l'UTMB aussi. J'adorais. C'était ma course fétiche, hein. J'ai fait la CCC, j'ai fait l'UTMB. Vraiment, c'était un moment magique. C'est le sommet mondial du trail, ça je le reconnais absolument. Ils ont réussi un truc de fou. D'ailleurs, j'ai sauté sur l'occasion quand ils ont lancé leur UTMB World Series. J'ai téléphoné à Michel Politi, je lui ai dit j'aimerais bien inscrire une de mes épreuves dans le circuit. Alors, il a voulu la Saint-Élion. Bon, on a un peu parlé, oui. Non, mais je voulais surtout mettre le Saint-Jacques. Et il a compris l'intérêt qu'il avait à le faire. Moi, contrairement à ce que je peux lire sur les réseaux, on n'a pas du tout perdu notre ADN, hein, au contraire. Dans le Trail Saint-Jacques by UTMB que tu organises maintenant. Ouais. Donc c'est une sorte de convention tripartite. Il y a UTMB Group, il y a Extra Sport et il y a la collectivité qui est propriétaire de l'événement. Et chacun s'y retrouve. Vraiment, pour moi, c'est une réussite totale, quoi. Et pourquoi pas le Saint-Élion by UTMB? La réflexion a existé? Non, parce que là, je pense que la question ne s'est jamais posée. La Saint-Élion n'a pas besoin de l'UTMB et je pense que l'UTMB n'a pas besoin de la Saint-Élion. Les deux événements peuvent vivre l'un à côté de l'autre, mais moi j'ai d'excellents rapports avec Michel Politi, hein, que c'est un mec que j'adore. Depuis longtemps. Hein. C'est un mec que j'adore, donc pour toute la famille d'ailleurs, Politi, hein, parce que je pense que sa fille Isabelle, c'est la relève parfaite, donc. Voilà, donc je souffre parfois quand je vois toutes les critiques dont ils sont l'objet sur les réseaux. Et parfois même je prends parti, je les défends. Mais ça m'énerve. Ceci dit, tu n'as pas répondu à ma question. Je te demandais
la Saint-Élion par rapport à... Non, je n'ai pas des griffes. La Saint-Élion, comment tu la positionnes par rapport à toutes ces autres épreuves-là? J'ai bien compris que tu les apprécies, mais comment tu la positionnes dans le paysage du trail français? C'est une question difficile. Je vais pas me dire je suis mieux ou moins bien. Pour moi, l'UTMB est au-dessus, mais je me positionne aujourd'hui avec la Saint-Élion notamment dans le spectre des grandes épreuves françaises. Il n'y en a pas 36. Il y a les Templiers, il y a la Saint-Élion, il y a l'Écotrail, d'une certaine façon. On embrasse encore Robin Schmitt, des Jeux dans le GIF. C'est une émission pour lui un peu. Hein. Non, mais il y a plein d'épreuves que j'adore. Alors, chez Extrasport, on n'organise pas que la Saint-Élion. On a plein d'autres petites épreuves. On parlait du Trail Saint-Jacques qui va faire 6000 participants cette année. On a le Trail des Forts de Besançon. D'ailleurs, l'organisatrice était là sur la Saint-Élion. Elle a abandonné, la pauvre Isaline, qui a fait 6005 l'année dernière. On est dans le top 12. Les Urban Trail, oui, j'ai été celui qui a lancé ce terme horrible, oxymore de Urban Trail. Ah, merci. Oh. Je m'étais fait défoncer à l'époque, c'était en 2007. Et puis finalement, je crois que ce terme Urban Trail a été repris à peu près partout, en France, en Europe. Ouais. Au grand désespoir de Thomas, visiblement. Pourquoi cette clarté obscure? Qu'est-ce qui t'agaçait, Tom? Non, c'est pas que ça m'agace, mais c'est qu'en fait, on est dans des espèces de débats. Est-ce qu'il y a l'esprit trail, machin? Mais moi, on rajoute des termes qui finalement, aujourd'hui, je pense que ça sert pas finalement. Va expliquer aux gens qu'est-ce que c'est le trail quand tu leur dis, en fait, c'est un chemin, mais il y a aussi les trails qui sont urbains et que c'est sur la route et qu'il y a des. En fait, c'est juste que c'est pour une lecture du novice. Et que je pense que le terme, ce néologisme trail urbain est juste parfait parce que finalement ça répond à l'épreuve, c'est exactement ça. Mais je sais pas, on aurait dû se poser autour d'une table et faire une espèce de consensus autour de ça. Et bon, j'aurais quand même pas lâché mon truc pour dire non. T'aurais mis ton veto ferme. Et moi, je répondrais bien à ta question. Vas-y, réponds. Comment on positionne la Saint-Élion? Pour moi, la Saint-Élion fait partie de tout simplement ces grands événements sportifs qu'on a en France, quoi. Avoir le plaisir et les sourires des gens. Le plus important, c'est de sortir les gens du canapé. C'est ça le plus important, c'est de faire du sport, c'est de partager. Et la Saint-Élion, il contribue. Là, de ce que j'ai vu toute la nuit, c'est ça, c'est des gens. C'est un événement populaire, on peut pas le nier. Ah ouais, mais exactement, et un événement sportif. Non mais et ça, c'est bon, quoi, tu vois. Moi, si je dois amener un élément supplémentaire sur le positionnement de la Saint-Élion, je pense que c'est clairement l'épreuve pour débuter le trail, pour la personne qui souhaite voir un petit peu à quoi peut ressembler. Il y a toutes les thématiques. La rusticité, le caractère plus ou moins technique des chemins. Alors, les chemins sont certes pas techniques, quoique certains... Mais les conditions climatiques les rendent techniques. La luminosité les rend techniques. Donc, finalement, ça donne quand même des éléments qui sont hyper intéressants pour le novice qui souhaite éventuellement se attaquer par une épreuve hyper encadrée. Parce que moi, j'ai toujours coutume de dire, globalement, sur cette épreuve-là, il y a tout pour que ça parte en couille. C'est une épreuve populaire. Avec des gens qui sont pas toujours super préparés, une épreuve qui part d'un point A à un point B, des conditions climatiques souvent exécrables à cette date-là, de nuit, mais il n'y a jamais finalement de gros bugs et que la danse des navettes, c'est impeccable, c'est super bien rodé. Il y a tout pour que ça parte un petit peu en panique, et puis finalement non, tout se passe bien. Donc je pense que pour une épreuve, moi je la positionne vraiment, moi quand j'entraîne des gens qui me disent j'aimerais bien essayer une épreuve, la Saint-Élion, je trouve que ça répond bien au cahier des charges. Et je rebondis là-dessus, vous avez jamais eu de gros ratés, de catastrophes qui vous sont arrivées? Non, le principal obstacle c'est la météo. Donc durant mes 22 éditions, je me souviens de l'année 2003, il avait énormément plu les semaines précédentes. La rivière Le Gier avait débordé, la moitié de l'autoroute avait été emportée, l'autoroute qui va à Saint-Étienne. Non, ça avait été une
une année extrêmement compliquée. Les passerelles sur le Garon avaient été arrachées. Il avait fallu qu'on crée des ponts militaires. Voilà. Et après, il y a eu les éditions très neigeuses. Moi, j'ai pas connu 90, qui était l'édition où la Saint-Élion avait été arrêtée parce qu'il y avait trop de neige. Mais j'ai connu 2010, 2012, des années où il y avait beaucoup de neige. On était obligé de déneiger au tractopelle. C'était des éditions qui étaient quand même très compliquées. Ouais, j'ai toujours des souvenirs de ces années-là où j'avais quand même bien flippé. Et si on parlait de cette année, comment ça s'est passé, Michel, cette année? Et dans quelques instants, je donnerai la parole à Ludo pour qu'il nous fasse un petit résumé sur le côté actu, qui a gagné, etc. Toi, de ton côté organisateur, avant l'événement, on s'est dit, tu t'es réjoui qu'une fois encore, la Saint-Élion marque le début de l'hiver. Et les conditions, il a beaucoup plu les jours précédents. Les températures ont chuté. On avait, je ne sais pas si ça a été une réalité, mais on annonçait moins 14 en ressenti aux endroits les plus froids. On n'a pas eu plus froid que ça quand même. Comment? C'était le cas à Sainte-Catherine. Il faisait plus de moins 10. Ouais. Ok. Non, mais ce qui s'est passé effectivement, c'est que on a beau tout blinder. Moi, j'ai coutume de dire à tous mes jeunes stagiaires alternants, tu peux tout prévoir, tu peux faire tous les tableaux Excel de la Terre. Dans l'événementiel sportif, tu as toujours 30% d'imprévus. Voilà. C'est le ratio de base. C'est d'ailleurs mais la ça fait définition partie de la magie. C'est gérer l'imprévu. L'organisation, et là, c'est cette simplement année, gérer ça. malheureusement, on en a eu. La Saône a débordé hier, donc on a coutume de passer sous le pont d'autoroute. On ne pouvait plus. Il a fallu qu'on passe par-dessus. Les travaux de l'avenue Tony Garnier, là où on gare généralement nos 100 navettes, ont commencé plus tôt que prévu. Donc, comme ça circule sur une voie, pas question de mettre nos bus ici. Il a fallu qu'on trouve un terrain à proximité à 800 mètres, le terrain du Luna Park pour mettre nos navettes. C'était compliqué. Et ça, on ne le voit pas, on ne s'en rend pas compte, honnêtement. Non, on le voit pas. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est vrai qu'on... Ah oui, c'est vrai. Mais en fait, sur le coup, on se dit, t'as l'impression que c'est de l'espèce d'organisation, ça. Ouais. Mais oui, il faut être réactif. Du folklore, quoi. Je veux dire, là, le parking des exposants, là, parce qu'il y a sur les parkings où on va d'habitude, c'est pris parce qu'il y a une manifestation. Oui, il y a le Supercross. Il y a le Supercross, machin. Donc, voilà, tu vois des choses atypiques, quoi. Tu vois, moi, ça m'a fait beaucoup rire d'arriver dans ce parking, quoi. C'était cool. Oui, de toute manière, oui, quand vous êtes dans une ville comme Lyon, ou Saint-Étienne, c'est des espaces qui sont en perpétuel mouvement, il se passe des choses tout le temps, et c'est un peu compliqué. Après, c'est beaucoup plus calme à Sainte-Catherine et à Soucy-en-Jarret. C'est clair, hein, c'est sûr. Ludo, garde le micro. Ouais, dis-moi. Raconte-nous cette édition 2023, la 69e, je le disais tout à l'heure. Ouais, une édition notamment pour la Saint-Élion, hein, puisqu'il y a. Alors, il y a on parle de la choses Saint-Élion, la grande course. Du 78. Effectivement. Hein. Je vais faire d'abord honneur aux dames. Oui, évidemment. Des battles, des Moi, histoires. c'est les dames que j'ai suivies, notamment avec Thomas. Dès le début, si on part sur la boîte, la fin de la boîte, on a un combat entre Marilyn Nakache et Aurélie Paul, fantastique. On se demande le troisième, Aurélie passe troisième, puis après Marilyn, quand on laisse Marilyn partir, attention, c'est compliqué. Puis on avait un combat au début entre Julie et Marie, et c'était superbe à suivre. Et puis Julie est vraiment costaud comme au Templier, et elle casse la course. Marie est pas très très loin derrière, mais c'est juste fabuleux. Donc il y a de la densité chez les filles, il y a de la densité chez les garçons. On regarde le live, on dit qu'est-ce qui va se passer, on est tous en train d'interpréter, et c'est ça que moi j'aime dans ce sport-là. Ça devient de plus en plus costaud chez les filles et les garçons, et puis après les garçons, c'était juste fabuleux à suivre. On savait un Thomas Cardin qui était en grande forme, il annonçait qu'il allait faire une course en patron, qui disait qu'il n'avait pas encore accéléré quand il parlait avec les caméramans, enfin ceux qui suivaient. Moi maintenant, quand je vais poser la mine, il avait l'air hyper confiant. On avait un outsider plus. On regardait sur les réseaux, beaucoup de jeunes de cette génération disaient attention à Antoine Charvelin, et il l'a fait.
il l'a fait. Et quand tu vois ces images magnifiques à l'arrivée où tellement Thomas l'a emmené dans ses retranchements, dans sa limite, et lui il voulait pas lâcher, il continuait à être au contact. Après il lâche nerveusement. C'était fantastique à voir. Alors là, un petit peu brouhaha, mais on a tous nos athlètes qui arrivent. On a Baptiste Chassagne qui a 5 minutes pour nous. Et puis, il continue. Antoine ne craque pas. Il fait, sauf sur la ligne d'arrivée, il fait une course entière, complète. Il tient Thomas. Thomas lâche rien. Il met mine dans les derniers kilomètres. Il part, c'est fabuleux. Et puis, il vient de nous rejoindre. Un Baptiste, on le sait. Le local de l'étape, il aime cette course, il l'a annoncé et ça c'est rare. Il y a quand même pas tant de coureurs qui disent moi je viens pour gagner, un jour je veux avoir un jour, mais là il était pas, ouais, il a été raisonnable quand même. Tous les ans. Ouais, mais salut Baptiste. Quand même, mais il continue et c'est se mettre aussi une propre pression. Ah bien sûr. Quand tu vois Juste Vincent, son papa. Hein. Quand je l'ai eu avant le départ, il me dit t'es sûr t'arrives? Je t'ai vu sur un autre événement. J'ai dit ouais j'arrive. Il était déjà en surtension parce que ça reste la Saint-Élion. Et puis Baptiste il a été très solide. Il fait une course complète. Il aurait aimé remonter sur les deux garçons devant, mais comme il l'a dit, ils étaient bien plus forts. Il pouvait pas aller les chercher. Il a tout donné et superbe quoi. Voilà, on a eu des super battles. Et puis après 4, 5, 6 derrière, c'est très dense, c'est très serré et ça a bougé dans le top 10 jusqu'au bout quoi. Salut Baptiste. Bonjour à tous, j'ai dit bonsoir, j'ai failli dire bonsoir. On n'a pas dormi tout le monde, donc ça marche aussi. Bon. Tu nous as accordé 5 minutes et vraiment merci d'être venu. Je vais pas faire au le micro. celui qui est très très occupé, c'est juste que j'ai t'es fatigué, en fait, et puis t'as de la famille à aller voir, il n'y a pas de problème. En fait c'est la tradition post-Saint-Élion, on fait un petit brunch chez moi en famille et du coup ils sont en train de m'attendre et je pense qu'ils ont tous un peu la dalle. Donc, voilà. Je comprends. C'est juste, les 5 minutes sont juste liées à ça. Mais on arrive. Si je te laisse rebondir sur Ludo. Est-ce que rebondis bien sur moi. Ouais. Comment t'as vécu ta Saint-Élion? Tu avais annoncé avant la course que oui, c'est une course que tu veux gagner un jour, mais c'était pas forcément cette année que tu voulais la gagner. Tu voulais surtout bien finir cette superbe année que tu as fait. On rappelle que tu es champion de France de trail long et champion du monde par équipe de trail long, entre autres. Je l'ai vécu comme une cerise sur le gâteau. C'était pas vraiment un objectif. Je l'ai vécu comme une fête et un peu comme si j'organisais un peu mon anniversaire. L'opportunité de rassembler mes proches. Et puis il y a une attractivité qui est un peu mythique autour de cette course. J'assume le fait de dire que je viendrai jusqu'à que je la gagne, oui. Après, j'ai mis de l'eau dans mon vin maintenant. Je dirais que je peux la gagner en Master 7. non. J'allais rebondir là-dessus. Du coup, ça m'ouvre. À quelle catégorie? Exactement, donc ça m'ouvre des possibilités. Et là, cette Saint-Élion, je suis hyper fier de moi parce que j'ai délivré le 100% que j'avais aujourd'hui. J'aurais pas pu faire mieux. Il m'a manqué le petit coup de rein pour physique, parce que j'étais pas préparé spécifiquement pour cette course, mais aussi mental, au moment où ça s'est joué à Saint-Genoux pour revenir sur les deux de devant. J'ai manqué le petit coup de rein et du coup en fait je me suis assez vite résigné et satisfait d'une belle 3e place avec toutes les émotions qui vont avec. Le clou du spectacle, donc ça c'est fait. On a parlé juste avant que tu t'installes de la Saint-Élion en tant que telle et je te présentais dans le sommaire comme t'es un local de l'étape. La Saint-Élion c'est ta course. Pourquoi? Et après je te laisse. Pourquoi la Saint-Élion est aussi importante pour toi dans ta vie personnelle? Ouais. La réponse elle va être longue parce qu'il y a plein de choses. Ah merde, ça va dépasser. Il y a déjà minutes, la naissance à Lyon. Moi je suis né dans le 69003, donc c'est l'arrondissement qui est juste à côté de là où on se trouve actuellement. J'habite dans le 69003 actuellement. C'est la 69e édition. C'est la 69e édition, c'est aussi pour ça que je suis venu. Je me suis dit bon, il y a un petit clin d'œil. Toute ma famille est de Saint-Étienne. Donc j'ai fait mes grands-parents. Globalement la Saint-Élion elle passe dans le jardin ou presque de mes grands-parents. C'est là où le col de la Gachet, où on passe juste à côté de Saint-Christo, c'est là où j'ai appris à faire du vélo avec mon grand-père. Voilà, c'est le trait d'union un peu de mon histoire, c'est cette course. Et l'autre anecdote qui m'a rapproché de cette course, c'est que j'ai appris à conduire avec Manu Messa. Donc quand je suis monté dans sa voiture pour la première fois, c'était mon prof d'auto-école, il marchait pas très, il marchait un peu bizarre et je lui ai demandé pourquoi, et en fait c'est parce qu'il venait de faire la Saint-Élion, il venait d'abandonner, c'était l'année où il était en tête à Soucieux et il avait justement un short, bref il avait des crampes et il m'a parlé de ce truc et je me suis dit ça a l'air charmé et c'est comme ça que j'ai découvert
un peu la course, je m'y suis intéressé. C'est comme ça que j'ai eu envie en fait, de faire comme lui et de m'inscrire à la Saint-Élion et de fil en aiguille développer l'amour de cette course. C'est une histoire assez incroyable. On va te laisser en te remerciant infiniment d'être venu nous raconter cette histoire. Merci bon appétit et bonne tradition à table. Je vous aurais presque tous bien invités, mais sans les appétits. Et on a un podcast à finir en plus. Vas-y, aiguisé. Envoie-moi l'adresse. Je passerai faire un coucou en repartant. Merci Baptiste. Un peu de rap. Merci beaucoup à tous. Et il y a Michel qui est juste là. Je te remercie solennellement pour cet événement. Toutes les années, tu fais un petit gars heureux et c'est cool. C'est moi qui te remercie. Je dis souvent que tu es notre plus grand VRP de la Saint-Élion. Ah, c'est vrai qu'il est pas mal. Ouais. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais. J'ai une petite pensée pour ajouter au bilan synthèse de Ludo. Je pensais à Manu Messa. J'aurais bien voulu qu'il vienne et qu'il gagne la Synthé Sprint. À mon avis, il avait les moyens de le faire. Manu Messa qui a remporté 2 fois la Saint-Élion. Il a gagné 1 fois la Saint-Express, 2 fois la Saint-Élion. Il a fait plein de places d'honneur. Encore l'année dernière avec sa remontada fabuleuse là, à tes trousses. Ouais. T'as eu chaud. Il a fait un cross la semaine dernière. Il s'est planté une planchette de bois. Ouais. Il s'est fait une sciatique. Il est très fragile. Hein. C'est une mécanique de précision, Manu Messa. Il marche sur un caillou pointu, c'est terminé. Donc, sans offense, il court toujours aussi fort, mais il prend aussi de l'âge et il a pris beaucoup de kilomètres aussi, et donc forcément quand ça, non mais il est toujours aussi fort. Il prend de l'âge. Imagine, il a fait les 10 km de Vénissieux il y a 15 jours. Il a mis 30-10. Ouais. Non, on aimerait bien être vieux comme ça, moi. Oui, juste un peu plus. Il est toujours aussi performant. Ouais, ce que je veux dire, c'est que la machine, le moindre pet prend beaucoup d'importance. J'ai lu ce qu'il avait marqué et tout. C'est la vérité. Après, il reste très fort. Et nous, on était tristes de ne pas l'avoir, c'est sûr. Baptiste, on te libère parce que je sens que par politesse tu restes. Non, pas du tout. Et on va passer le micro. Merci beaucoup. À une autre championne de cette Saint-Élion et une autre locale de l'étape et une autre amoureuse de la Saint-Élion. Salut Marie Goncalves. Salut. Deuxième, pardon. C'est Baptiste qui a terminé 3e. Deuxième de ta première Saint-Élion, de ta première course aussi longue. Ouais. Comment ça s'est passé ? On t'a suivi avec Thomas toute la nuit, donc j'ai une petite idée, mais évidemment, tu vas nous le raconter dans tes mots. Écoute, je peux plus marcher ce matin, donc ça veut dire que j'ai tout donné. C'est plutôt positif. Non, ça s'est globalement bien passé. Je partais un peu dans l'inconnu parce que j'avais déjà fait l'OCC, c'était ma course la plus longue, donc c'est 55 km. Avec un peu plus de dénivelé quand même. Avec un peu plus de dénivelé. Et là, c'est bien le problème, c'est que tu as 78 km et ça court tout le long. Donc, tu n'as pas vraiment de moment où tu te reposes. Mais non, ça s'est super bien passé. Je suis partie plutôt prudente. Et après, à la fin, j'ai un peu souffert les 15 derniers kilomètres. Mais... Ça s'est pas tant vu. Mais alors, c'est peut-être parce que... On était là et j'ai eu la chance de vivre cet événement-là avec toute ta famille, parce qu'on peut dire que tu avais un vrai soutien. Et je pense que quand tu arrives sur un ravito et qu'ils sont tous là à te soutenir, les jambes d'un seul coup accélèrent naturellement. Est-ce que je me trompe ? Non, tu te trompes pas. D'ailleurs, on se faisait à chaque fois la remarque, c'est... Mais elle va plus vite que Julie Roux. Mais je comprends pas pourquoi elle revient pas sur elle. Elle va de toute façon beaucoup plus vite. Bon, je pense que c'était un peu avant et un petit peu après le ravito à chaque fois. Il y avait mes grands-parents, donc tu es obligé de bien courir, d'être placé et tout, les jambes qui déroulent devant papy et mamie. Quoi. Et ils étaient à fond, hein. C'est incroyable. Ouais, mon papy était allé repérer tous les ravitaux. Il avait l'air d'être au point. La semaine d'avant, alors que c'était Tom qui conduisait. Donc c'était même pas mon grand-père qui conduisait, tu vois, il avait tout repéré, quoi. Je vais te poser la même question avant de te libérer que Baptiste. Et ça représente quoi pour toi la Saint-Élion ? Tu l'as dit, ça, c'est une vraie course de cœur. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? C'est sûr que quand t'es lyonnais, c'est une course mythique. Tu grandis avec. Tu grandis avec ça à côté. Tu grandis avec. Tu vois là, tu vas courir dans Lyon. Tu croises que des joggers avec des t-shirts de finisher, en fait. Encore quelque chose que déteste Robin Schmitt, décidément. C'est vraiment une émission pour lui.
Non, mais en fait, à Lyon, tout le monde a fait la Saint-Élion, on connaît quelqu'un qui a fait la Saint-Élion. Donc non, et puis moi, j'ai une histoire un peu particulière, c'est que ma maman l'a déjà gagnée en relais avec ses copines. Et elle l'a déjà faite en solo. On l'a accompagnée sur ses ravitaux. Et puis mon entraîneur, Fabien Antolinos, l'a déjà gagnée. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment que j'entends parler de la Saint-Élion dans ma vie. Et tu as gagné, comme Baptiste d'ailleurs, la Saint-Express et même la plus petite. Voilà, j'ai gagné l'année dernière le 23 et en 2021 j'avais gagné le 46. Oui, donc ta destinée t'amène de toute façon à gagner cette Saint-Élion. Tu es toute jeune en plus. En tout cas, je vais la refaire jusqu'à la gagner. Merci Marie, on te libère parce que en plus tu finis avec une annonce, donc c'est parfait. Comme faut qu'elle rejoigne sa voiture, elle en a pour 1h30. Donc, Oui, tu marches difficilement là, c'est ça? La démarche est un peu chaloupée, quoi. Elle est chaloupée. Très belle expression. Et avant de clore ce chapitre, il est en train de discuter, mais on va passer le micro. Merci Marie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Marie. Et félicitations pour cette belle performance. On va passer le micro à juste, on n'est pas dans le sujet d'après, mais quand même, on a avec nous Kevin Vermeulen. Alors je vais te demander de prendre ton micro bien le mettre à la bouche. Ouais. Kevin, tu es parti avec des ambitions, l'envie de bien participer à cette course après une année difficile. Et ben ça s'est pas super bien passé, raconte-nous ça. Ouais, bah ça conclut une année difficile, comme tu viens de le dire. Hein. Tant qu'à faire, autant que ce soit difficile toute une année plutôt qu'éparpillé dans le temps. Donc j'espère que j'ai mangé mon pain noir. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu étais parti très bien dans la tête. Ouais, non, mais j'étais bien. Puis en fait, au kilomètre 20, j'ai commencé à avoir l'œil droit qui a déconné. Donc je voyais, ça a commencé à se troubler en fait au niveau de l'œil droit. Et du coup, bon, avec le froid, c'est pas revenu. Donc je pense vraiment que c'est le froid, tu vois. Et donc j'ai commencé vraiment à avoir tout trouble de l'œil droit, donc j'avais plus qu'un œil en fait, parce que vraiment quand je fermais l'œil gauche, je voyais plus rien de l'œil droit, quoi. Enfin, ah ouais, c'est vraiment même inquiétant. flou, quoi. Ouais. Et du coup ça a tenu. Après, comme on montait quasiment, tu vois, dans le profil montant, c'était moins dérangeant. Et puis dès qu'on attaquait la descente, avec le froid et le vent qui mais du coup ça m'a fait un peu flouter l'œil gauche aussi, donc je voyais vraiment plus rien, quoi. Enfin, j'avais le sol, je le voyais. Là, Tom, je le distinguais, mais tout ce qui était au sol, je voyais plus les aspérités, je voyais plus les cailloux, je voyais plus, je pouvais plus distinguer. Donc dans les descentes, c'était un enfer, quoi. Ok. J'ai une question par rapport à ce qui s'est passé à Sainte-Catherine. On t'a vu arriver bien, puis disparaître et réapparaître 3 minutes plus tard. T'as changé tes chaussures. Ouais, j'étais pas bien avec les premières. Je voulais partir. Du coup, j'ai changé pour mettre des chaussures un peu plus confort parce que j'étais mieux. Ça, c'est une décision difficile, non? À ce moment-là de la course où t'es devant, enfin, t'es quand même bien en position. Ouais, bah j'étais bien, donc j'étais pas trop inquiet à ce moment-là. Okay. Je savais que ça allait monter, tu vois. Donc je me suis dit, il vaut mieux prendre 2 minutes pour prendre un peu de confort. Enfin, à chaque fois que tu veux aller trop vite, après, c'est du temps que tu peux perdre autrement. Donc je me suis dit, voilà, prends tes 2 minutes et tu repars. Hein. J'étais bien, donc j'étais pas vraiment inquiet à ce moment-là, tu vois. Même question que les deux autres. La Saint-Élion, ça représente quoi pour toi? Pourquoi t'es venu courir ici? Bah justement, je me suis posé la question aussi. Mais c'est bien de se poser la question. Il n'a toujours pas répondu d'ailleurs, ça va. Il va travailler sur lui maintenant. Non, bah c'est juste, je pense, c'est une belle course de fin de saison et voilà, mais c'est vrai que je pense pas que je vais revenir tout de suite parce que justement, entre guillemets, à part le fait que ce soit une belle course de manière générale, quand j'y réfléchis plus profondément, moi je vois pas trop. Enfin, c'est pas comme Sierzinal qui est chez moi ou tu vois. Toi, tu es de Crans-Montana en Suisse. Enfin, tu es français, mais tu vis en Suisse et tu es dans cet environnement magistral qui est Crans-Montana. Donc moi, c'est vraiment Sierzinal, la course de cœur que je veux faire tout le temps. Et c'est vrai que là, je me suis posé la question pour Lyon et hormis le fait que ce soit une belle course de fin de saison, tu vois, il y a pas d'autres choses qui me font venir ici. Donc je pense que là, pendant 2-3 ans, je vais faire un break avec la Saint-Élion et peut-être revenir plus tard si le cœur m'en dit. Mais voilà, là, je pense que voilà, si j'ai pu répondre à la question sans être offensant, mais... Michel, ça va, t'es pas blessé? Parce que c'est comme ça qu'on va te dire au revoir. Fait que... Merci beaucoup Michel, merci Kevin, on se reparle dans quelques instants. Et merci Michel d'avoir pris du temps malgré la fatigue et une grosse journée. Non, je disais à Kevin qu'il peut revenir tous les ans s'il veut, il sera le bienvenu. Et moi, j'ai mon médecin à côté de moi, hein, tu sais, l'homme qui connaît. Tu penses quoi? Il commençait à se geler la cornée? Qu'est-ce qui a troublé comme ça sa vie? Il y a peut-être un truc. On parle plus de Michel, on parle de nouveau de Kevin. Une émergence sur le pied. Parce que le fait qu'il change de chaussures et après il voit plus rien, il y a peut-être un truc avec ça.
Il se fait vanner. Voilà. Non, mais c'est pour le taquiner parce que moi, tu m'as fait mentir. Parce que je sais comment c'était ta saison difficile. Et sur le live, j'ai dit, attention, il y a 2 garçons qui sont à l'arrière et qui sont pas si loin, qui vont remonter, il faut compter sur eux. C'est Fleury-Vermeulen et les 2 ont abandonné, j'étais dégoûté. Encore un pronostic bidon de Ludovic Collet. Allez, on rappelle les vainqueurs. Chez les femmes, Julie Roux. Chez les hommes, Thomas Cardin. Exactement, pour la et de fort belle manière à chaque fois. On passe au sujet suivant. Allez. La bande des plus, le podcast du magazine Distance Plus. Qu'est-ce qui fait rêver les trailers? Qu'est-ce qui nous inspire? Qui nous inspire et nous influence? Est-ce qu'il faut être ultra performant, gagner des courses ou monter sur des podiums pour être inspirant? La plupart des marques qui investissent dans des équipes ont envie de voir leurs athlètes gagner. Wise, qui est partenaire de cette émission, et je remercie Guillaume à qui je vais donner la parole dans quelques instants dès à présent, a annoncé lors de cette Saint-Élion vouloir créer non pas une équipe mais un collectif et avec une autre vision que celle de l'ultra-performance. Alors évidemment, si les athlètes peuvent performer, c'est pas mal, mais ce ne sera pas l'ADN de base de ce collectif, c'est plutôt aller chercher ailleurs dans tout ce qui peut correspondre au trail. Salut Guillaume. Guillaume Bocas, le cofondateur de l'entreprise Wise que j'ai présenté un petit peu plus tôt. Merci pour l'invitation. Mais que je vais te redemander de présenter succinctement. Raconte-nous ton histoire, à toi et à Axel, ton amoureuse. Vous avez fondé Wise à Annecy, un équipementier. Vous faites du textile essentiellement de trail. Et l'idée que vous avez eue au départ, c'est que vous êtes tous les deux des trailers et que vous avez eu envie d'être un peu éco-responsable dans votre démarche et que vous avez finalement constaté que le textile éco-responsable ou le plus éco-responsable possible, ça n'existait pas beaucoup. C'est ça, c'est l'idée de base de la création de l'entreprise. Alors complètement. Donc Wise, c'est une marque qu'on a cofondée avec Axel il y a 4 ans maintenant, quasiment. On était en fait, on est des pratiquants avec Axel de trail, des passionnés. Je suis d'ailleurs assez surpris aujourd'hui d'être au micro de la bande des plus. Ça me fait vraiment quelque chose parce que, tu vois, on était vraiment de l'autre côté du rideau il y a 4 ans. On regardait ça, on regardait la scène du trail comme plein d'auditeurs aujourd'hui, je pense. Et en fait, on pratiquait beaucoup et on avait aussi de fortes convictions environnementales. Donc on essayait, je pense que notre pratique du trail nous amène forcément à regarder ces choses-là avec attention. Ce qui moi m'anime quand je vais courir, c'est être dans un environnement préservé. Et en fait, on voit la nature changer. Et forcément, voilà, nous ça avait créé une forte conviction environnementale. Et il y a maintenant 5 ans, pour la petite histoire, on était en train de faire du trail et on a commencé à se dire c'est cool, on fait plein de choses dans notre quotidien pour essayer de réduire notre impact. Mais en fait, il y a une des choses qu'on pratique le plus et sur laquelle on fait le moins de choses, ou en tout cas on s'en occupe pas du tout, c'est sur le trail et notamment les équipements. Donc c'était un peu, on s'est dit ça serait cool en rentrant ce soir qu'on aille voir si on peut pas s'équiper de manière plus responsable. Et donc sans trop préjuger de ce que ça veut dire plus responsable, mais en tout cas se dire ok, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut réduire notre impact. Et pour donner une petite idée, moi c'était je consommais je devais avoir 6 paires de chaussures par an, plus tout le matos qu'on renouvelait en permanence, donc ça commençait à faire quand même un peu d'équipement. Et donc on est rentré dans le van, on a fait une petite recherche et on a commencé à chercher des équipements de trail et en fait on s'est rendu compte que ça n'existait pas du tout, personne n'en parlait et je trouvais ça complètement dingue. Moi je trouvais ça hyper surprenant et donc je pense que c'est là qu'est née l'idée et ça a été assez rapide. Il s'est passé je crois 3 mois entre le moment où on a eu cette idée. On a plaqué nos jobs, on s'est dit on va se lancer, on va essayer de créer le premier équipementier de trail. En sachant que tu es ingénieur, donc tu as déjà une mécanique intellectuelle qui fait que c'était possible. Alors
Alors je sais même pas si mon passif d'ingénieur m'a tant aidé que ça dans ce projet. Je viens de dire une bêtise. En tout cas, j'avais une vraie volonté de vouloir impacter les choses, de vouloir aligner mes valeurs avec et mon travail et d'avoir le sentiment que j'œuvrais pour quelque chose de cool, quoi. Je voulais apporter ma petite pierre à l'édifice. Et donc voilà, on s'est lancé là-dedans. On savait pas ce que c'était, on savait pas du tout faire d'équipement de trail à la base. On était des newbies, quoi. Vous avez tout découvert d'un coup. On a tout découvert, mais j'avais une conviction, c'est qu'il fallait qu'on se lance pour apprendre et découvrir tout ça. Donc c'était il y a 4 ans maintenant. C'était hier finalement. Tout est allé très vite. Vous avez réussi. On va faire un raccourci. Vous avez réussi à faire ce que vous aviez en tête. Alors, pas forcément dans votre idéal, mais vous avez œuvré la pour. route ressemblait pas du tout à celle qu'on imaginait pour arriver là. Ça a été extrêmement dur. Ça, je pense. Moi, ça a été un peu mon ultra. Je pensais quitter mon travail pour pouvoir me jeter dans ma passion, le trail, et j'imaginais que je pratiquerais comme un dingue en fait en faisant une marque de trail. Et ça n'a pas du tout été le cas. Autant moins couru que. Je pratique, je pense, beaucoup moins qu'avant. Je continue clairement de faire du trail à fond, mais vraiment beaucoup moins qu'avant. Axel, maintenant, il revient vraiment très sérieusement. C'est d'ailleurs une très bonne athlète. Ouais. Et voilà, maintenant, c'est on va dire notre premier athlète de la marque. Je pense qu'aujourd'hui, juste le fait pour moi d'avoir ce collectif là autour de la table, c'est pour moi. Alors on y vient à ce collectif. C'est tout nouveau. Vous faites l'annonce à la Saint-Élion. Vous êtes allé chercher des athlètes. On a parlé il y a quelques instants de Kevin Vermeulen, que je resalue évidemment. Johan Bojard, que j'ai présenté tout à l'heure comme un jeune qui est en ce moment dans un creux de vague après des galères. On va s'en reparler dans quelques instants, mais qui rêve encore évidemment de beaux projets de montagne. Et on va commencer avec Sylvain. Je n'ai pas présenté Célia qui est la plus proche de moi, Célia Gigou. D'ailleurs, j'aurais pu te demander aussi ton avis sur la Saint-Élion, même si tu n'as pas fait la grande épreuve, parce que tu as fait 4e de la Saint-Express, toi. Oui, j'ai fait la Saint-Express. Ça a été un peu compliqué physiquement. J'ai quand même subi pendant toutes ces heures, mais c'était une belle découverte. C'est la première fois que je viens ici. Et c'est une course à faire au moins une fois, oui. Super, on revient à toi dans quelques instants. Et donc Sylvain Court, qui est un grand nom du trail, Ludo. Mais énorme, t'imagines à la table, on a 2 champions du monde. Exact. Et puis il n'y a pas que ces titres de champions du monde, ces 2 garçons ont gagné des grandes courses, ont été fabuleux, le sont toujours d'ailleurs. Mais c'est la classe aujourd'hui. C'est pas mal, ouais. Ah, c'est pas mal, hein. Bravo les gars et les filles. Chapeau. Salut Sylvain. Salut, bonjour à tous. Sylvain, on s'est parlé un petit peu avant cette émission. Et puis je m'interrogeais sur ton retour, parce qu'il y a eu pas une disparition, mais en tout cas, il y a eu un moment qui s'est écoulé entre les grandes performances que tu faisais. Tu étais là-bas, tu étais partout, tu gagnais des grandes courses. Puis il y a eu un petit flottement de quelques années. Oh là là, j'espère que... Mais on a de l'ambiance, c'est pas grave. Mais si c'est un héros, il est là. Il reprend le micro d'animateur. Et là, tu repars dans une nouvelle vie, une deuxième vie d'athlète qui va être plus concentrée sur l'ultra. Explique-nous ce qui s'est passé pendant cette période de latence, même si tu n'as pas disparu, tu as continué année après année, à faire des courses. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi tu as embarqué dans ce projet de collectif de Wise? Donc en fait avec ma compagne en 2019 en fait on a acheté un vieux chalet en Savoie sur un des flancs du massif de Beldon et à partir de là en fait dans un coin très sauvage, parce que nous on est un peu des sauvages, on aime bien être un peu loin du monde, donc c'est vrai que ce week-end là on prend une sacrée bouffée de monde. 17 000 personnes, bam. Voilà, 17 000 personnes, ça fait bizarre, mais voilà, et en fait on a entamé la rénovation d'un vieux chalet savoyard et donc moi j'ai été tout à fait novice en fait dans le milieu du bâtiment, j'y connaissais absolument rien du tout et j'avoue que en fait le fait d'avoir entamé ce projet là sans connaissance peut-être
un peu d'insouciance a fait que au lieu de 1 an et demi de projet, je pensais partir là-dessus, ça a été 3 ans en fait. 3 ans de très bons moments. Après pour moi le sport c'est pas que ça la vie quoi. C'est aussi la vie de famille, c'est construire une maison. Au tout début de ce projet-là, on comptait sur certains corps de métier pouvoir prendre des entreprises et on a galéré un petit peu financièrement et au final on s'est retrouvé quasiment à tout faire nous. Donc le carrelage, le placo, la charpente, vraiment tout loin des la sentiers. plomberie. Et un petit peu loin des sentiers, mais tout en gardant quand même un pied dedans et en essayant quand même. C'est vrai, quand on est compétiteur, quand on prend un dossard, on a toujours l'envie quand même d'être un petit peu devant et de jouer à l'avant de la course. Mais ça a été vraiment très compliqué. Alors c'est sûr qu'au niveau volume d'entraînement, j'arrivais plus du tout et j'avais plus du tout le temps de faire les volumes d'entraînement d'à l'époque où j'avais gagné des belles courses. Donc, et notamment le championnat du monde à Annecy en 2015. Le championnat du monde en 2015 qui commence à remonter un petit peu. Mais ça t'enlève pas ton titre. Oui. C'est un titre qui est toujours là avec des super souvenirs, mais voilà, mon quotidien était un peu rythmé toute la semaine au travail, à l'école des pupilles de l'air à Montbonneau-Saint-Martin. Le week-end, en gros... militaire, pour résumer pour nos auditeurs. Militaire, depuis 18 ans aujourd'hui. Et après le week-end, donc c'était levé entre 6-7 heures du matin. J'essayais de faire de 1 heure à 2 heures d'entraînement et directement en fait j'enchaînais le chantier au-dessus d'où on habitait à l'époque. Donc c'était entre 8 et 15 heures de travail en fait suivant les corps de métier. Donc des fois quand on fait du carrelage, on a un pot de colle. Faut aller au bout, on peut pas s'arrêter, balancer tout à la benne comme ça, on peut pas permettre de gaspiller des matériaux. Donc voilà, ça a été 3 ans un peu compliqué. Et sur les compétitions, c'était assez dur, assez frustrant parce que j'avais en gros une jauge entre 2 et 3 heures de bonnes énergies. Et souvent, au bout de 3-4 heures de course, c'était vraiment la galère, quoi. J'étais au fond du seau et j'arrivais plus à avancer. Et pourtant, j'essayais de bien m'alimenter, mais... il manquait, je pense, du repos, de l'énergie vitale et le trail aujourd'hui, moi j'ai vieilli un petit peu. J'arrive à 40 ans, devant il y a des jeunes aussi qui arrivent et une densité qui évolue et c'est bien pour notre sport. Mais je pense que quand on vieillit un petit peu et qu'on veut rester à ce niveau de la compétition, on peut pas se permettre de laisser les choses au hasard et on peut pas jouer sur 3 tableaux en même temps, quoi. Je pense on a un niveau actuellement où le sport il se professionnalise comme dans d'autres sports et voilà. Et aujourd'hui, je suis un petit peu à ce stade-là où donc on a aménagé au mois de février dans notre chalet. Et donc la maison, c'est réglé. La maison, c'est réglé. Le boulot, c'est bientôt réglé. Donc tu vas pouvoir pour la première fois de ta vie avoir un entraînement digne d'un professionnel malgré tous les titres que tu as. Ouais, j'ai résumé ça, on va dire une disponibilité, en toute humilité. J'ai une envie d'essayer de m'entraîner un petit peu comme avant, comme je faisais dans les bonnes années. Donc là, je suis actuellement en train, dans une démarche, d'essayer de m'entourer, de me créer un écosystème autour de personnes bienveillantes et très compétentes, on va dire, dans chacun de leurs domaines. Et voilà. Et c'est là qu'intervient le projet WISE, si je ne m'abuse. Oui, voilà. Autour de toi. Donc la rencontre avec Wise s'est faite vraiment par hasard à la suite de ma course aux Templiers. C'est une course que j'ai projetée un peu la dernière minute avec Philippe Propage, qui est toujours mon entraîneur depuis très longtemps et auquel je... Entraîneur des 2 vainqueurs de la Saint-Élion en passant. Oui, voilà. En plus, donc, en plus d'être entraîneur, c'est un ami, une personne que je respecte beaucoup. Et hyper humain et moi je marche beaucoup à l'affectif en fait. J'ai besoin de collaborer, d'être avec des personnes avec qui il y a plus qu'une collaboration, il y a vraiment c'est des amis, il y a de l'affectif, il y a plus que ça et Philippe en fait partie et donc il m'a lancé sur ce projet des Templiers. L'endurance en l'occurrence, l'endurance trail tu as fait toi. Pardon, l'endurance trail des Templiers, ouais. C'est vrai que les Templiers c'est un petit peu différent.
Désolé, mais et voilà, j'avais pas beaucoup de bornes dans les jambes cette saison, donc voilà, je me suis lancé sur cette course-là et ça a pas trop mal marché. Et tu as terminé du coup, deuxième. J'ai retrouvé des bons niveaux d'énergie et je me dis pour 2024, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais c'est enfin une course où je me suis fait plaisir et dans laquelle j'ai pas sombré au bout de 3-4 heures de course, chose que ce que je faisais depuis 3-4 ans, quoi. Donc et ça tombe bien puisque tes perspectives sont, je le disais tout à l'heure aussi, dans l'ultra. Je repasse juste le micro quelques instants à Guillaume, parce que ça va être un éclairage pour l'ensemble des discussions qu'on va avoir avec les uns et les autres. Pourquoi vous avez décidé plutôt de miser sur des athlètes, enfin sur la performance de vos athlètes, de leur demander de raconter des histoires? C'est quoi parce que c'est ça que je parle souvent avec toi en off, et c'est toujours le mot qui revient dans ta bouche. On veut raconter des histoires, raconter des histoires. Parce que si j'essaie de répondre simplement, il y a plein de raisons bien sûr, mais si j'essaie de répondre simplement, c'est on est des trailers, on est des passionnés de trail, et ce qui nous anime, c'est tout ce qui tourne autour du trail, quoi. On a envie et je pense que la vocation d'une marque, c'est aussi d'enrichir la pratique et de venir d'aider humblement à essayer d'enrichir cette pratique, à inspirer les pratiquants, je pense que c'est forcément en tant que fondateur d'une marque, on a envie de s'entourer d'athlètes inspirants, on a envie de raconter leurs histoires. Voilà, ça c'est un des volets. Et puis je pense que on avait vraiment en tête avec Axel, quand on a créé la marque, pour nous la compétition c'est juste un des chapitres de notre pratique. Mais il y avait, on s'est rencontrés sur les sentiers avec Axel, on a partagé des centaines d'heures d'entraînement ensemble, et on vivait la culture du trail, et on se rendait compte on avait l'impression que des fois on avait tendance à trop focaliser l'attention sur la compétition, alors qu'il y avait toute cette culture autour qu'on avait tendance un peu à délaisser. Et c'est vraiment ce sujet-là qu'on voulait aborder et mettre en lumière avec ce collectif. Donc on a choisi et on a essayé de choisir des personnes qui nous inspiraient, qui avaient des histoires personnelles autour du trail inspirantes, et c'est ça qu'on avait envie de raconter. Je vais poser la question aux deux membres de la bande AD+. D'abord, Ludo, comment comment t'interprètes cette vision des choses? Et je vais poser la même question à quelqu'un qui est très compétitif, comme Thomas Laure-Blanchet. Tu sais que moi ça me parle complètement, puisque certains l'ont vu autour de cette table. J'ai sorti un documentaire qui s'appelle Au-delà du temps, et qui fait qu'il n'y a pas que la performance qui compte. C'était raconter une histoire, une belle histoire, et que le trail mène à tout. Donc forcément, moi ça me parle très très fort, parce que on le sait, j'ai beaucoup d'admiration pour tous les athlètes élites, mais j'ai aussi beaucoup d'admiration pour les anonymes, parce qu'ils ont tous des belles histoires à raconter. Ils sont tous là pour quelque chose, et donc forcément, moi, je suis totalement en accord avec ça. Tu le sais bien. Thomas, tu me râles dessus là. T'as pas de micro et les gens n'ont pas pu entendre, mais non, quand je dis que t'es compétitif, c'est que tu aimes la compétition. Moi, j'aime la compétition. T'as été un compétiteur. Non, moi, j'aime la compétition dans la partie challenge. Je pense qu'on peut se mettre une compétition sans forcément mettre des dossards. Donc je pense que chacun peut se construire sa compétition, et qu'au final les différents projets, aujourd'hui Guillaume il propose un projet qui véhicule ça, finalement un challenge. Le challenge de Sylvain, c'est de se remettre en selle sur des formats plus longs, en véhiculant des choses et en se servant finalement de son histoire. Et en racontant aussi qu'on peut, après 40 ans, peut-être vivre des trucs de fou. Oui, et puis en racontant surtout que finalement, on est coureur parce qu'on a l'esprit coureur. Et qu'aujourd'hui, c'est pas une question d'âge ou de performance ou de classement sur une course, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, il véhicule des choses, il s'inscrit dans une espèce de stratégie de vie, qui dit j'ai structuré ma vie pour redevenir challenger de mes propres performances à moi. Donc moi aujourd'hui
oui, c'est des beaux projets, ça. Et puis après, effectivement, dans ce que va véhiculer Wise, voilà, ils s'inscrivent différemment d'une marque qui véhicule uniquement des points UTMB ou des index. C'est pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, c'est différent. C'est différent, ouais. Et que je pense que c'est bien de pouvoir, dans un peloton, véhiculer plusieurs choses. Et tu as couru souvent, je pense, avec Sylvain. Oui, hein. Vous avez couru tous les deux ensemble en compétition. Pour le coup, qu'est-ce que, si on se concentre sur Sylvain et son histoire, qu'est-ce que ça t'inspire, cette envie de finalement rechausser non, mais alors sérieusement arrêtez avec ça. les chaussures. Non, je veux pas Non, arrête. Non. Je veux plus courir. Non, je veux arrêter. Non, mais moi, en fait, je pense qu'on a, à chaque moment de vie, on a ces. Je compare souvent la vie à une espèce de table de mixage où on peut pas tout mettre à fond parce que ça ressemble à rien, et la vie saturé. c'est justement un espèce d'ajustement des différents volumes. Là aujourd'hui, moi j'ai des volumes qui sont beaucoup trop élevés dans certaines sphères qui m'empêchent complètement de pouvoir avoir des prétentions quelconques sur des sphères sportives, mais voilà, moi j'ai deux filles, je continue quand même à véhiculer cet esprit un petit peu de dépassement et d'esprit sportif, et surtout de goût de l'effort. Donc je dis pas que je ne ferai plus jamais de compétition, mais je pense que je la ferai différemment, et surtout clairement pas dans la performance ou simplement de la performance par rapport à moi-même. Sylvain, je te redonne la parole. Comment tu le vois, ton avenir? Tu nous as parlé que tu voulais un encadrement comme un professionnel. Finalement, je pense que le terme, ça devait être te préparer, être à 2000% avant une échéance que seront des ultras. En 2024, je crois que ce sera l'UTMB encore une fois. Comment tu te vois là dans 5 ans, dans tes plus beaux espoirs? C'est vrai que c'est essayer de. Je me sens encore vraiment novice dans l'ultra, et c'est vrai que peut-être il y a 3-4 ans, j'avais fait mes premiers ultras, j'étais encore dans une démarche de performance pure, d'opposition avec d'autres athlètes. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans une autre démarche où l'idée, c'est vraiment de me dépasser et essayer d'aller explorer mes limites, essayer de tout optimiser pour me préparer au mieux. Parce que voilà, dans ma carrière, j'ai fait certaines performances avec, on va dire, des belles vitesses moyennes. Par exemple, sur la Maxi Race, quand j'étais champion du monde, voilà, j'ai toujours cette référence-là où je me dis que si j'arrive à me rapprocher à peu près de ce niveau, peut-être que sur des grandes courses, en tout optimisant, peut-être que voilà, je peux revenir à un certain niveau. Mais après, voilà, j'ai 40 ans aussi, donc c'est encore un double challenge. Chaque année qui passe, ça compte encore plus. Ludo à 48. Ah, Ludo à 48. Ouais, Ludo d'ailleurs, pour moi est vraiment un exemple, quoi. Et c'est une personne, moi, qui m'inspire réellement, parce que quand je vois les performances qu'il fait aujourd'hui sur Ultra, j'avoue que franchement, ça me fait rêver. Et c'est aussi grâce à des personnes comme lui que je me dis, pourquoi pas, quoi. C'est pour ça que je me lance un petit peu ce challenge entre guillemets de retour à la performance. Après, je me projette vraiment pas du tout sur des places, sur quelque chose, parce que le niveau, il est tellement élevé aujourd'hui que voilà, mais c'est juste essayer de se préparer au mieux, d'optimiser tous les curseurs de la performance et voir où ça va m'amener, mais voilà, mais surtout d'être dans une démarche plaisir, parce que je pense sur des courses comme ça, il faut même le calendrier qu'on fait, il faut vraiment s'inspirer, enfin être sur du plaisir, quoi. Si on va sur une course juste pour des ambitions de performance pure, juste pour dire voilà, j'ai claqué une belle course à UTMB, derrière ça va je vais aller au-delà de ça, mais il y a une belle prime, il y a un beau truc sur des choses comme ça. Je pense que ça va pas marcher, quoi. Enfin, en tout cas, moi je fonctionne comme ça, quoi. Faut que j'aille sur une course, faut qu'il y ait vraiment faut qu'il y ait vraiment du plaisir, quoi, tout simplement. Ouais.
Ce que j'aime bien, c'est que finalement, c'est une chaîne d'inspiration. Tu es inspiré par Ludo, tu vas inspirer d'autres personnes, peut-être même des gens de ce team, non, de ce collectif, puisque c'est le terme que vous employez. Donc c'est chouette, c'est vertueux. Oui, bien sûr. Ouais. Alors Ludo, là, il est pour moi encore un niveau de performance non, mais que moi je ne suis pas. En fait, je rebondissais sur le fait qu'il t'inspirait. Oui. Et que toi, peut-être, tu vas, par ta nouvelle pratique, en inspirer d'autres. Ah oui, peut-être. Ouais. Mais bon, là, faut encore faut-il revenir sur des résultats qui sont convenables. Et là, pour l'instant, actuellement, depuis 3 ans, je reste à ma place. Hein. Je suis loin de tout ça. Mais en tout cas, j'ai envie de me faire plaisir et on verra où le plaisir nous mène et peut-être un peu haut, quoi, on verra. Et cette idée d'inspirer d'autres, de montrer peut-être, je ne sais pas si est-ce que tu as envie de montrer ça à d'autres, c'est quelque chose qui te plaît au-delà de ta performance entre guillemets, de réussir ton projet, de dire aux autres, bah voyez, c'est possible, faites-le, que vous soyez sans être des athlètes élites ou quoi que ce soit. Ouais, bah c'est sûr que c'est sympa. Hein. J'ai plein de jeunes coureurs qui, alors ça c'est assez gratifiant, ça fait plaisir, qui viennent me voir et des fois qui me demandent des conseils sur la planification d'une saison, sur les entraînements, sur tout ça. Et quelque part on se dit c'est que, j'ai vraiment plaisir. Je me dis j'ai entre guillemets une petite expertise, un peu d'expérience dans le domaine comme Thomas et de se dire qu'on est un peu légitime dans le milieu de donner certains conseils et qui peuvent aider. Et quand derrière, ces personnes qu'on aide, alors moi je suis pas du tout entraîneur, hein, c'est des simples conseils comme ça, oral, mais derrière le mec il arrive à sortir une perf ou je sais pas, à faire un petit comeback, il était un petit peu au fond du seau, donc j'ai déjà eu le cas de personnes qui étaient un peu au creux de la vague et ça, 2-3 conseils que j'ai donnés, ça les a permis un petit peu de remonter. Et ça fait plaisir, ouais. Ça fait plaisir, ouais. Tu parlais de jeunes, on va laisser la parole je suis fatigué, j'allais dire à ta gauche, mais en fait, oui, c'est à ta gauche, c'est ça. À Johan Bojar, qui est le plus jeune avec Célia, peut-être du collectif. Re-salut, Johan. Salut. J'ai parlé tout à l'heure en sommaire du mot galère. Tu as fait partie du team Matrix, où tu as assez rapidement performé. Et tu vas me corriger si je me trompe, mais en tout cas, moi je te voyais comme ça. Tu as rapidement été présenté comme un grand espoir du trail français. Alors d'abord, est-ce que c'est facile à porter d'avoir ce poids sur les épaules? Ensuite, tu as fait de belles performances, mais malheureusement, tu as découvert là aussi la galère, et tu es dans cette difficulté en ce moment. Et c'est peut-être une histoire là que tu es en train de raconter, parce que la même chose, comme on se disait hors micro, on ne connaît pas encore la suite, mais peut-être que la suite elle est haute et qu'il aura fallu passer par ce bas-là. Essaye de nous raconter ça avec tes mots. Ouais, alors déjà, je me suis jamais considéré comme un grand espoir parce que moi je me suis toujours senti un peu débutant et jeune par rapport à... T'as 26 ans, hein, je l'ai pas dit, j'ai dit que t'es jeune, mais t'as 26 ans. À des inspirations que j'avais. Et puis aussi j'ai la chance ou la malchance, mais je suis arrivé avec une grosse génération, avec les Sylvain Cachard, avec des bons potes comme ça. Et en fait, c'était difficile de dire il y en a un qui est plus espoir qu'un autre. Donc moi, je me considérais pas vraiment comme ça. Pour répondre à la première partie de ta question. Ensuite, alors j'ai assez vite et bien performé avec Matrix. Ça a bien roulé, il y a eu des hauts et des bas, mais on retient que les hauts, donc oui, globalement, ça s'est bien passé. Et après, oui, je vis, ou en tout cas, j'ai vécu un gros contre-coup qui a commencé mi-2022 et qui continue encore aujourd'hui. Contre-coup, je dirais physique, parce que j'ai pas mal de blessures. Là, au moment où je parle, j'ai les côtes cassées. Donc, là, en l'occurrence, tu t'es fait renverser en vélo par une voiture. Ouais. Donc voilà, il y a un contexte un peu de blessure physique. Il y a un contexte compliqué mentalement avec des épisodes de vie qui n'ont pas été simples. Il y a un contexte où l'entourage que j'ai eu post-Team Matrix ne m'a pas convenu. Et du coup, ça fait que je me retrouve là avec une année blanche derrière moi. Alors oui, comme on le disait, je suis persuadé que
que tout ce que nous fait vivre la vie, ça a ce qui ne nous tue un pas rôle. nous rend plus forts. Oui, en tout cas, ce que je vis là, j'ai l'impression d'apprendre plein de trucs et si jamais un jour je me sors un peu de cet épisode, on peut dire un peu négatif, je sais que j'aurais appris des choses que je ne connaîtrais pas si j'étais pas passé par là. Donc je vois du positif dans tout ça. Ouais. Est-ce que tu es quelqu'un de bienveillant avec toi-même? Grande question ça. Mais c'est une vraie question. Ouais, non, je pense pas. En toute honnêteté, je pense pas. Tu te fais du mal, quoi. Tu vas aller chercher loin. Ouais. Je pense d'ailleurs qu'il y en a peu qui se font mal comme moi sur les courses. Ou en tout cas, quand je vois comme je me fais mal, je me dis que c'est pas possible que les autres se fassent autant mal. Parce que quoi, tu joues ta vie dès l'instant où tu es sur une course? Ouais, ça c'est un bon mot qui est revenu. Je me suis pas mal analysé ces derniers mois avec les galères que j'avais. Et c'était un bon mot qui est revenu de en fait, je joue ma vie. Où j'avais vraiment l'impression qu'il y avait des enjeux qui étaient importants, alors que quand tu prends du recul et que tu sors un peu de ta vision très réduite d'athlète sur ta ligne de départ, en fait tu joues rien du tout, quoi. Tu joues, à part un peu ton ego, tu joues rien. Mais du coup je pense que, enfin en tout cas ce que j'ai compris, c'est que si on est compétiteur, c'est parce qu'on essaye un peu de s'exprimer en tant qu'individu, on essaie de se grandir en tant qu'individu et on utilise les autres pour se grandir. En fait, faire la compète, c'est nul parce que tu veux simplement être meilleur qu'un autre. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, tu as envie, toi, d'être grand, quoi. Et du coup, ça fait qu'il y a un enjeu de fou autour de ça, parce que si toi, t'es moins bon que l'autre, ben, du coup, tu vas te retrouver... pour toi, hein, pas pour les autres, mais tu vas te retrouver nul. Et du coup, je dirais que l'enjeu, il était un peu là. Et du coup, ça rejoint ta question initiale de bienveillance. C'est que du coup, quand ce sont tes motivations un peu de te prouver des choses par rapport à toi-même, de te comparer aux autres, bah en fait, c'est que ouais, il y a un fond de malveillance par rapport à toi-même. Ouais. Je crois que tu avais une forme d'écœurement. Je veux pas te mettre des mots dans la bouche. C'est l'impression que j'ai de ce système justement d'équipe qui mène à la performance, et que tu avais un peu presque renoncé d'une certaine manière à cet avenir-là. Là, tu as trouvé un environnement parce que finalement, tu appartiens maintenant à ce collectif. Hein, ça va arriver dans les prochaines semaines, à tout le moins. Tu as changé d'avis, pourquoi? Qu'est-ce qui, dans la vision de Wise qu'on décrit depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui a été le déclencheur de dire finalement, je vais peut-être la vivre là, cette aventure? Bah alors, ouais, j'étais écœuré, mais j'étais pas écœuré par rapport à mon projet sportif. J'avais toujours des rêves qui me tenaient à cœur et j'étais plus déterminé que jamais à les atteindre moi-même, les atteindre tout seul. Donc j'étais pas écœuré à 100% du sport, mais par contre j'étais écœuré du fonctionnement des teams aujourd'hui. J'ai fait pas mal de teams, je vais pas les nommer, mais j'en ai fait pas mal avant Wise. Et ce que j'ai retrouvé, ce que j'ai senti, c'est que, tu vois, mon premier team, j'avais 20 ans, ils sont venus me chercher alors que j'avais juste fait, ce qui était déjà beaucoup, mais juste fait une sélection en équipe de France de course en montagne. Et le team manager me dit, dans 5 ans, on veut que tu gagnes l'UTMB. Et toi, tu as 20 ans, tu fais de la course en montagne avec tes potes, et le team manager, il te dit ça. Et en fait, après, tu sais plus où t'habites, quoi. C'est-à-dire que, en fait, au bout d'un moment, tu t'inculques aux gamins que j'étais et que je suis encore aujourd'hui, parce que bon, en vrai, 26 ans, j'ai pas l'impression d'avoir tout vu de ce monde. Mais en fait, t'inculques des valeurs de ok, toi t'es en mission, t'es là pour gagner l'UTMB, alors que moi, l'UTMB à ce moment-là, quand tu fais des formats d'1 heure, désolé, mais j'en ai rien à faire, quoi. Même si ça me faisait rêver, c'était tellement loin, c'était peut-être dans 10 ans, quoi. Et du coup, tout ça fait que, et même après, dans d'autres teams que j'ai eu, j'ai été matrixé pour ne pas faire de dédicace, matrixé dans un truc de faut gagner, et il y a des enjeux, et toi, tu as un espoir, tu peux, si tu continues comme ça, dans tant de temps, tu vas pouvoir gagner telle ou telle course, telle grande course. Toi, tu es de la carrure de tel athlète qui, aujourd'hui, est sur le toit du monde. Et en fait, du coup, vraiment, au bout d'un moment, tu sais plus où tu habites, quoi. C'est que tu sais plus pourquoi tu es là, tu sais plus pourquoi tu vas t'entraîner, tu sais plus ce qui t'anime. Et du coup, je dirais que ce qui m'a dégoûté, c'est que on te met une pression comme ça, mais derrière, t'as que dalle. C'est-à-dire que t'es pas entouré, ou très mal.
Et je l'ai encore plus vécu ces 2 dernières années avec la dernière équipe que j'ai eue. T'es vraiment pas entouré du tout. Financièrement, t'as que dalle parce qu'on vit pas du trail. Aujourd'hui, ceux qui vivent du trail et qu'on s'entende de vivre du trail, c'est que même un contrat à 20 000 € aujourd'hui, s'il faut que tu rachètes une bagnole parce que t'as un accident, tu peux pas quoi. Donc c'est même pas vivre du trail. Si demain moi, j'ai une formation au sens de l'ingénieur, je gagnerais mieux ma vie à aller bosser que de faire du trail. Donc c'est juste que tu as une pression qui t'est mise, tu t'évolues dans un contexte, toi, quand tu es jeune, où bah, le plaisir, tu le mets un peu de côté parce qu'il y a une telle pression de résultat que bah, voilà, le plaisir est un peu annexé. Bah, tu gagnes pas ta vie. C'est pas comme, encore une fois, c'est pas comme le vélo ou d'autres sports où on te prend pour gagner des grandes courses, mais on te donne les moyens de le faire et de vivre. Et du coup, bah, je me disais, mais en fait, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien et ça marche moins bien et je suis plus performant et voilà. Donc juste ça sert à rien. Donc mon idée c'était oui d'en finir un peu avec ce système-là de team et de retourner vers un fonctionnement qui m'allait mieux, qui était plus centré sur moi et sur mes motivations originelles qui étaient en fait, moi j'ai envie de courir parce que je kiffe et j'aime la montagne et j'aime voir des animaux, j'aime voir des paysages. Puis tu as envie de te faire une traversée des Aravis comme voilà, ça te chante. Et j'ai envie de faire mes traversées et mes défis. Et j'ai quand même envie d'aller à Zegama, j'ai quand même envie d'aller à la Rune, j'ai quand même envie d'aller faire des courses qui me tiennent à cœur, mais j'y vais pour moi. Et j'y vais pas parce que là, mon team manager, il m'a dit qu'il fallait être bon là parce que sinon je vais sauter quoi. Là, on vous dit rien de tout ça. Il n'y a pas de tu cours cette course-là, il faut absolument être à l'UTMB. Du coup là, désolé pour ma longue explication, mais non, elle était passionnante ton explication. C'est vrai que la finalité, c'est pourquoi Wise. Bah en fait là, du coup, j'ai rencontré des humains qui étaient sensibles à ça déjà et à qui j'ai pu dire tout ça, tu vois. C'est que la plupart des team managers, tu leur dis ça, ils disent oh là là, toi t'es trop compliqué, on ne veut pas. Et là, j'ai eu des humains avec qui j'ai pu parler en toute honnêteté de ce qui m'était arrivé et de ce que j'avais dans la tête. Et ils ont compris le truc et à aucun moment il a été sujet d'ultra performance. C'est que les premiers mots de Guillaume qui m'ont marqué, c'est si dans 2 ans tu gagnes Zegama, c'est bien, mais pour nous ce sera du bonus. C'est-à-dire oui, on sera trop content et on sera content que toi tu sois arrivé à cet objectif-là. Et bien sûr que la marque tirera parti de cette victoire à Zegama. Je dis pas que je vais gagner Zegama hein, en toute humilité, mais c'est un exemple concret pour moi parce que c'est une course que j'aime et qui représente beaucoup. Mais si ça arrive, ce sera pas ça qui fait que notre collaboration aura été réussie ou pas. Et en fait, ça en dit long, c'est que le projet, il est avant tout humain. Il est avant tout basé sur les valeurs communes qu'on a, donc de respect de l'environnement, de passion pour le trail, pour ce qu'est le trail, pas pour la compétition, mais pour le trail qui est de courir en montagne. Et en fait, cette bienveillance, cette simplicité, ce détachement par rapport à la performance, aux compétitions, bah ouais, j'ai kiffé quoi. Et je me suis dit, bah finalement, en fait, je crois que je serais con de rester sur mes expériences un peu malheureuses avec les autres teams que j'ai eus. Et du coup, j'ai dit, bon, bah les feux, on y va. Et si ça se trouve... Si ça se trouve, ce sera une belle histoire. C'est ça, si ça se trouve, ça va être bien. Thomas Laure-Blanchet a beaucoup réagi physiquement parlant. Mais non, mais c'est pas vrai. Non, j'ai pas beaucoup réagi, j'ai plein... On va dire l'expertise, c'est pas forcément d'apporter des réponses, mais de poser des questions. Ou essayer de trouver les bonnes questions. Aujourd'hui, Wise c'est une marque qui va vivre parce qu'elle va vendre. Et sa capacité à vendre, c'est d'être mis en avant. Pour se faire connaître davantage. Donc moi j'ai une question en fait à Guillaume. Quelle est sa stratégie finalement en lien avec le fait que finalement ils vont pas véhiculer sur l'ultra performance. Donc quels sont finalement vos canaux de communication, vos canaux de diffusion par rapport à finalement des athlètes qui vont en gros essayer de véhiculer une belle stratégie, une belle image. Ça c'est ma première question. Donc j'anticipe éventuellement un bout de réponse qui va être en lien avec... Il fait les questions et les réponses. Non, un bout de réponse parce qu'en fait ça lui permettra, après comme ça je donne le relais et il pourra dérouler tranquille. Le petit bout de réponse c'est effectivement ça va être un des canaux restera quand même les réseaux sociaux, les stratégies de communication avec du production de visuels. Et par rapport au profil de Johan, est-ce que...
ces canaux-là sont pas aussi stressants finalement, production de contenu, que finalement produire du résultat sportif et de la performance. Ok. Allez Guillaume, c'est à toi. En fait, je vais répondre de manière un peu détournée à cette question. Je pense qu'il faut être très humble sur quand on cherche à avoir des résultats, quand on est vraiment attaché à la destination finale. Ça, c'est un peu notre expérience dans l'entrepreneuriat. Des fois, on rêve de choses, on a envie de voir des choses se produire, et en fait, très souvent, ça se passe pas comme ça. Et je pense que quand on est très détaché par rapport à si on a un regard très détaché avec ce collectif sur la performance, c'est parce que je pense qu'il faut être très humble sur comment les choses vont se passer. Ça se trouve, ça va très bien se passer, ça se trouve pas du tout, j'en sais rien, personne sait. Et du coup, quand on admet ça, ça permet d'être extrêmement relâché par rapport aux résultats. Et donc c'est forcément une forme de pari qu'on fait avec ce collectif. On espère qu'il y aura des résultats. Peut-être pas, peut-être que ça sera bien, peut-être que ça ne le sera pas. Et au final, la seule chose qui compte dans tout ça, de ma perspective, c'est le chemin qu'on emprunte pour y arriver. C'est tout ce qu'on va faire dans ce processus pour essayer d'aller vers la performance de haut niveau. Et c'est vraiment là-dessus que je veux qu'on focalise l'attention. L'attention vers les gens, vers vos consommateurs. Des athlètes, des gens. Je pense que c'est on revient à ton mot de l'histoire. Et une histoire parfois, comme Johan l'a raconté, il y a des moments dans l'histoire où c'est pas drôle en fait. C'est là qu'est toute la richesse, à mon avis, du projet. Elle est dans le processus d'aller dans cette direction. Et au final, peut-être que l'issue sera cool, peut-être elle sera triomphante, peut-être pas, mais je pense que ça en retirera rien de la richesse de cette aventure. Et du coup, je suis extrêmement détaché par rapport à ça. Il y a des enjeux financiers, certes, mais c'est pas là-dessus que l'attention est focalisée pour nous. Et après, sur la partie réseaux sociaux, bien évidemment, je pense qu'on va... la réponse est un peu dans le même esprit. Évidemment, aujourd'hui, la notoriété de Wise, d'autant plus qu'on est une marque, aujourd'hui on fait 100% du direct, donc tout se joue sur les réseaux sociaux. Pour nous, de la vente en direct, tu veux dire De la vente en direct. Tu n'es pas vendu sur chez Internet, des et sur Internet, on n'a pas de revendeur. Donc tout se joue sur Internet, via les réseaux sociaux. Donc forcément, la création de contenu est quelque chose d'hyper important pour nous. Je pense qu'il faut aussi avoir une forme de détachement par rapport à ça. Je peux pas m'empêcher de faire le parallélisme. Quand on a créé Wise avec Axel, on avait en tête on imaginait une marque qui ressemblerait plus à une marque de surf ou une marque de skate, et où en fait on irait en fait rider des crêtes et des sommets en prenant de baskets, et que c'est en fait ça qu'on voulait raconter, et en fait le diffuser aux gens pour les inspirer. Vraiment, l'objectif, c'est de les inspirer, et que de se dire c'est la pierre qu'on va apporter c'est la petite pierre qu'on va apporter à l'édifice. On va essayer d'inspirer les gens dans la pratique, et les réseaux sociaux servent à ça. C'est pas un truc c'est pas un objet commercial. Il y a des finalités commerciales derrière, mais c'est pas la raison pour laquelle on communique. Aujourd'hui, le but de communiquer, c'est d'essayer d'inspirer les gens. Voilà. J'espère avoir répondu. Johan, rapidement, parce qu'il faut que je passe la parole à Célia qui a son train bientôt. Non, je voulais juste compléter ma réponse en écoutant la question de Thomas et la réponse de Guillaume. J'ai un élément que j'ai voulu ajouter où moi je veux vraiment préciser que l'état d'esprit de notre collaboration, c'est pas on se met plus de pression, il n'y a pas de contraintes et on est une bande de copains. Clairement, il y aura des objectifs, et moi, encore une fois, je renonce pas à mes rêves de performance. Et tu détestes les gens qui sont autour de toi. Qui, pardon? Et tu détestes les gens qui sont autour de toi. Non, j'ai une blague. Non. Mais en fait, ce qui m'a touché là dans le projet avec Wise, c'est que oui, bien sûr, il y aura cette question des réseaux, il y aura une question de communication, il y a une question à la fin que les objectifs de Wise, c'est entre autres de vendre des produits. Mais c'est ça, en fait, c'est pas
un travail qui est laissé à l'athlète en mode tu te débrouilles. Parce que nous, ce qu'on veut, si je me place en tant que manager, nous, ce qu'on veut, c'est que tu nous permettes de vendre des chaussures grâce à tes résultats, grâce à ta visibilité, grâce à ta communication. Là, ce que Wise m'ont dit, c'est on est dans le même bateau, on est dans le même projet. Et toi, tu as tes objectifs de compétition qui sont OK, tu as tes objectifs de montagne qui sont OK, dont nous, on va se servir. Mais la communication, ils vont m'aider à la faire. La création de contenu, ils vont m'aider à la faire. Il y a des besoins que j'ai au niveau de la compétition et moi en retour je vais servir leurs objectifs à eux et c'est vraiment une association à bénéfice réciproque où c'est pas juste l'athlète qui est dans son coin qui fait ses trucs avec des objectifs qui lui sont propres et des objectifs de la marque qui lui sont imposés. Là c'est ok, on a chacun nos objectifs, comment est-ce qu'on peut être utile aux objectifs de l'autre et si il y a match, let's go quoi. La théorie des vases communicants. Exactement. Je vais passer la parole à Célia avant que tu partes pour ton train. Célia, je ne te connais pas, je le confesse. Et on n'a pas discuté en off, je le confesse aussi. Qui es-tu, Célia? et quel est ton projet personnel à travers ce collectif? Eh bien, je m'appelle Célia, j'ai 26 ans et je suis la petite Gigou, nouvelle, j'ai pas donné Célia Gigou, la petite nouvelle de l'équipe. J'ai pas le palmarès de tous mes partenaires autour de cette table. Mais tu as gagné l'Ultra Trail des Monts du Jura chez toi, entre autres. Et, mais je pratique, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, je pratique le trail depuis 4-5 ans, on va dire sérieusement, aussi dans un but de performance parce que j'aime ça d'un côté. Et voilà, et j'ai rencontré Guillaume, Axel et Benjamin récemment et ça a bien marché entre nous sur leurs attentes et sur les miennes. Et du coup, voilà, ça me permet de partager ce moment avec vous aujourd'hui. Et toi, tu es une passionnée aussi de pleine nature. Tu serais pas malheureuse si tu étais quelque part toute seule, en tout cas, ou en famille, loin dans la nature. Et tu vis même, quand il fait beau, tu dis, on a quand même un peu discuté finalement, dans ton van, parce que tu aimes ça, parce que tu aimes cette vie-là. Ouais, tout à fait. Je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'ai besoin de calme aussi. J'habite à la campagne et j'aime beaucoup me balader en pleine nature. Enfin, toutes mes activités physiques se font à l'extérieur. Et avec mon conjoint, on a un van qu'on utilise pour partir en week-end, pour partir 2-3 semaines. Et j'utilise aussi des fois sur mes temps de travail comme maison secondaire parce que je travaille très loin de chez moi. Tu es enseignante en EPS. Oui. Éducation physique et sportive. Exactement. Faut pas dire prof de sport. Exactement, avec des collégiens. Et du coup, oui, ma vie est plutôt centrée sur l'extérieur, à toutes les saisons, que ce soit à ski tout l'hiver, là, et puis en vélo et à pied l'été. Qu'est-ce que tu vas montrer? On a beaucoup parlé des histoires. Quelle histoire tu as envie de raconter, toi? La mienne. Hein. Je suis... on va dire quelqu'un d'assez simple. J'ai pas besoin de... Ce que je recherchais aussi avec Wise, c'est pas de trop, pas de surplus, pas d'excès. Et là, je le retrouve vraiment bien dans cette marque parce que ça me correspond. Et j'ai envie que mon sport, que le trail reste une passion, que je puisse faire mon petit trail à côté de chez moi, qui est pas coté, mais qui est super beau, qui est cool, mais aussi pouvoir faire des grandes courses comme celle-ci ce week-end. Il y a énormément de monde. À la Saint-Express dans ton cas. La Saint-Express dans mon cas, oui. Formidable. On va passer la parole à Kevin. Très bien, merci. Merci et bon train. Bon train de retour. Tu repars avec une 4e place en poche, la médaille en chocolat, mais c'est pas mal. Tu venais avec des ambitions particulières? Non, c'était plutôt de la découverte. C'est quelque chose de totalement... C'est pas la course la plus nature pour le coup qui soit. Ouais, mais surtout qui m'a sorti de mon confort. Okay. Courir de nuit, courir à cette heure-là, courir en hiver, c'est pas c'est pas une habitude. Ok, Ludo. Moi, c'est une petite boutade là. Ouais, je savais que j'allais me faire allumer. Guillaume, on est mal.
Il n'y en a pas un qui dit qu'il aime de faire du skate, du surf, être dans l'état d'esprit un petit peu sur les rampes et tout. Comment on va faire? C'est vrai qu'ils sont sages. Ah, ils sont sages, ouais. Alors là, je vais balancer une exclue, mais Sylvain faisait du skate et il en a fait pas mal en vrai. Et je crois que on pourra aller faire une petite vidéo de skate avec lui. Ah, sur rampe, ça va être génial, ça. Ah, voilà, c'était juste une petite aparté comme ça. Là, je les sentais un peu descendre. Kevin Vermeulen, est-ce que tu as fait du skate dans ta vie? Ouais, puis je pensais me faire des dreads là bientôt. Ah ouais, bah il va falloir. Donc voilà. Bon, c'est quoi ton histoire à toi? Toi, tu es là dans le paysage du trail depuis un bon moment. Tu as performé souvent. Et un petit point commun avec Johan, tu en as parlé tout à l'heure, tu as eu une année de merde, pour résumer. Et toi, quelle est ta vision? Moi, dans l'image que tu me renvoies, tu m'envoies l'image de, pour le coup, quelqu'un qui est performant, qui aime la performance et qui a envie de continuer de performer, mais peut-être avec une vision nouvelle ou un horizon nouveau, c'est ça? Ouais, c'est vrai que ça fait 5 ans maintenant que je performe. J'avais vu Ludo la première fois en 2018 à l'OCC d'ailleurs. Ça ne rajeunit pas. Hein. Non, ça commence à dater, mais ouais. C'était mes premiers gros résultats, donc ça fait 5 ans. Depuis, j'ai connu 4 années assez fastes. Et puis cette année, voilà, c'est la carrière, ça fait des hauts, des bas. Et voilà, donc cette année, c'est une année un peu sans. Et puis oui, je vais essayer de continuer à performer. J'ai un objectif à 2-3 ans qui est la Western. Hein. La Western States, les États-Unis. L'horizon, finalement, c'est cette Amérique du Nord. Ouais, et voilà. des courses rapides. C'est vrai que c'est des courses que j'aime bien. Tu vois, la Saint-Élion, c'est vrai que je pense qu'une Saint-Élion en été, ça m'irait bien. L'hiver, c'est vrai que ça me touche un peu moins. Mais voilà, donc là, ça va être un horizon avec une Western States. Donc là, ça me donne un objectif pour 3 ans. Ça me donne une motivation, tu vois, sur 3 ans pour lancer. Ça me met des points parce que j'ai jamais passé encore les 80 km. Donc là, si je me lance, si je me dis 2025 la Western, tu vois, ça fait un énorme gap et ça serait pas sérieux. Donc voilà, donc je vais aller là-dessus et puis à travers ça, il y a quand même pas mal de courses, il y a des courses de rêve, il y a quelques voyages. Donc là, je vais partir 6 semaines aux US l'année prochaine, pas que pour de la performance. Je vais me faire un road trip justement dans l'Utah, en Californie, donc ça va être terre de trail par excellence. Oui, voilà, terre de trail, terre sauvage. Je pense que ça me correspond assez bien parce que j'aime vraiment les endroits sauvages, là où on croise pas trop de monde. Hein. D'ailleurs, j'habite en Suisse, ça fait 7 ans et demi que je suis en Suisse maintenant. Et c'est vrai que j'ai trouvé une terre où la plus grande ville, c'est 15 000 habitants. Tu vois, en Valais, c'est Sion et c'est quand même très, 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 très petit au final. Hein. Sur un territoire qui est aussi grand que Rhône-Alpes, il y a même pas la population de Grenoble. Hein. Donc on est quand même très, très espacé, il y a de l'espace. Hein. De chez moi, je peux partir courir, je peux faire du vélo, j'ai le ski de randonnée qui est à 3 km aussi. Donc j'ai un petit peu tout ça. C'est vrai que j'aime bien l'espace, j'aime bien les grands espaces. Hein. Et je pense que autant chez moi qu'aux US, c'est une vision que j'aime bien. Et pareil, aux US, il n'y a pas que la vision performance. Alors je vais faire un 100 km à la fin, mais l'idée du 100 km, c'est de me dire aussi quand je suis là-bas, je vais pouvoir me taper des sorties longues. Hein. Et en faisant des sorties longues, je vais kiffer, tu vois, parce que si je me dis je fais un 50 km, ça va me faire des séances de VMA, tout ça, et je serai moins dans l'aventure et plus dans alors je vais viser la performance sur le 100, mais je vais aussi faire de la découverte. Et si je vise le 50, je vais faire des séances de VMA et je vais être que dans la performance durant tout le road trip. Hein. Et c'est pas vraiment ce que j'ai envie, quoi. Et tu gardes ton entraîneur, toi, pour le coup, par exemple. Là, c'est aussi, on parlait tout à l'heure d'encadrement, de la possibilité d'être encadré. Vous avez une forme de liberté aussi par rapport à ce que vous appréciez. Je dis pas de bêtises, hein, t'as une relation avec ton entraîneur qui te plaît, non? Oui, j'ai commencé avec lui en 2019 et ça, ouais. Hormis cette année, voilà, donc il n'y a pas de raison de tout remettre en question. Donc oui, je vais le garder. Puis là, je vais attaquer avec Guillaume une préparation mentale aussi. Enfin, pas avec Guillaume, mais avec en relation avec Wise et Guillaume. Du coup, une préparation mentale qui me permettra peut-être de faire table rase de 2023 et de repartir comme un sous-neuf en 2024. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que cette année-là, personnellement, ça a été difficile et tu t'es un peu réfugié dans le sport. Tu as beaucoup couru, etc. Et tu t'es un peu cramé les ailes, en fait. On a eu pas mal de soucis familiaux, voilà, que j'étendrai pas. Mais, non, c'est pas l'objectif. Mais voilà, après, je pense que je me suis réfugié dans le sport aussi. Et puis,
au lieu de faire des semaines d'entraînement sérieuses, j'ai peut-être fait 5-10 heures en plus que ce qu'il fallait en échappatoire. Donc, et on peut en payer les frais. Donc forcément, ça se paye tôt ou tard, quoi. Ludo ? Ouais, et puis bon, comme on en parlait tout à l'heure, Kevin, c'est des petits grains de sable, hein, il manque pas grand-chose. La prépa, elle est top. Chaque année, c'est un guerrier. Il aime aller au combat. Et toi, ce qui me plaît aussi en Kevin, même si c'est chez lui, à Wistrubel, voilà, Grand Montana, UTMB, il est venu passer du temps, alors qu'il courait pas, il est venu passer du temps sur la ligne, faire un coucou, rester avec les gens qui passent la ligne et tout ça. Et ouais, il est vraiment dans l'esprit, quoi. C'est une bonne recrue, Guillaume. Eh ben, je pense que c'est la fin de cette émission. Avec Guillaume, on a prévu de faire un petit jeu concours pour faire gagner un de vos produits phares. Guillaume, si tu veux en dire quelques mots, c'est le sac Sherpa, le sac de trail. Est-ce que je te laisse dire la question ou c'est moi qui la donne ? Alors, je donne la question. Vous avez une question assez simple à répondre. Quel a été le premier l'ambassadeur historique de Wise? Si vous répondez correctement sur Thomas Lorblanchet veut déjà répondre à la question. Vous répondez sur le compte Instagram de Distance Plus. Si vous avez la bonne réponse et que vous avez validé votre participation, évidemment, on est malin, en vous abonnant sur le compte Instagram de Wise et que vous êtes la 5e personne à répondre, eh bien vous remportez ce sac de trail Sherpa d'une valeur de 280 €. C'est un beau cadeau quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Oh, c'est chiadé, hein. Ah ouais. C'est toi qui as réfléchi ou c'est Guillaume ? Des fois, je réfléchis un peu. C'est un travail collectif pour raisonner sur. Comme quoi, Thomas, toi, il finit par nous écouter hein, parce qu'avec ses jeux alambiqués, en tout cas, s'il y a un truc qu'on n'a pas écouté, c'est qu'on avait promis qu'on était court aujourd'hui. Je pense qu'on s'est bien raté. Ah bah mais comme tes règles évolutives, les règles de jeu évolutives, t'as tout. Ouais, là c'est notre petite sauce, hein, les amis, mais voilà, c'est à chaque fois. Il nous vend une émission d'1 heure qui fait 3h15. Non, voilà, c'est comme ça. Hein. Mais on aime ça, hein. On adore même. C'était une émission passionnante. Merci à tous. Merci à Célia qui vient de nous quitter, Célia Gigou. Merci à Kevin Vermeulen. Merci à Johan Bojar. Merci à Sylvain Cour. Merci à Guillaume Bocas et même si elle n'était pas là aujourd'hui, ta conjointe Axel. Et puis merci à vous deux, les amis. Thomas Lorblanchet, Ludo Collet. Ouais. Et on va pouvoir aller se reposer maintenant tous autant qu'on est. On va aller dormir. La Bande à des Plus, le podcast du magazine Distance Plus, présenté par Nicolas Fréret. C'est la fin de cette émission hors série de la Bande à des Plus. La Bande à des Plus est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréret et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show. Un gros merci encore une fois à Thomas Lorblanchet et à Ludo Collet. Merci aussi à tous nos invités de cette émission. Michel Sorine, Marie Goncalves, Baptiste Chassagne, Célia Gigou, Sylvain Cour, Kevin Vermeulen, Johan Bojar et Guillaume Bocas. Un grand merci à Wise d'une manière générale d'avoir rendu possible cette émission. Je vous invite évidemment à aller jeter un œil sur les réseaux sociaux et le site web de Wise pour découvrir leur univers plus en profondeur. Je fais aussi un gros clin d'œil aux partenaires officiels de la 2e saison de la Bande à des Plus, Peigné Vertical, NAC, la Clinique du Coureur et Nolio. Merci à Alexandre Ferreira qui finalise la réalisation de cette émission hors série. J'ajoute que le design sonore de la Bande à des Plus est signé Lucas Aska Hennessy et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon de Desbosses et des Bulles. Merci à tous de nous écouter, continuez et partagez. À plus dans la Bande à des Plus.